Qui est cet être humain là à côté de moi? Le yoga ne change pas seulement la façon dont nous voyons les choses, il transforme la personne qui voit, a dit Sri BKS Iyengar. Alors que je vous explique, on avait un goût de trop peu. On s'est vu il y a 2 semaines, oui, c'était bien 2 semaines. Et voilà, on a eu une émission vraiment très riche en péripéties, super intéressante au niveau de son contenu, des invités de qualité. Et j'en voulais plus parce qu'on n'a pas fait tout le tour de la question yoga. Donc du coup, Do You Yoga partie 2 aujourd'hui pour ce 5 juillet. Un 5 juillet où il n'y a pas de journée internationale, je crois. JP, si je me souviens bien. Non, il n'y a pas de journée internationale aujourd'hui. Par contre, pour tous les amoureux, même les célibataires, demain c'est la journée internationale du baiser. Le baiser. Le baiser. Ouais. On avait un goût de trop peu donc avec JP que vous venez ici d'entendre. JP, bonsoir. Bonsoir. Qui est notre community manager ce soir. Donc nous sommes sur Twitch. Allez sur www.twitch.tv/UFM. Voilà, c'est parfait. Alors moi pendant l'émission, je vais tout simplement recueillir vos commentaires, vos questions et je les transmettrai à l'équipe pendant que nous allons en apprendre encore davantage sur le yoga et peut-être d'autres choses. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur Twitch ? On peut partager, on peut dire qu'on est très beau, voilà, on peut qu'on dire nous aime bien, beau, on peut dire qu'on adore ce qu'on fait, qu'on est super intéressant. Voilà. Et on peut s'abonner aussi, c'est intéressant. Et pour ceux qui nous ratent, c'est très mal. Mais vous nous retrouvez aussi également sur YouTube. Vous tapez UFM et vous allez nous retrouver assez facilement. Pour le moment, il n'y a que nous. Donc c'est assez simple, c'est pas difficile. Alors avec moi ce soir, Anne-Sophie, je ne sais jamais si c'est de Clerc ou de Claire. De Anne-So. De Clerc. À la flamande, ouais. Alors Anne-So, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu es professeur de yoga chez Kumbhaka Yoga, oui. Une page Facebook, donc Kumbhaka, non, Kumbhaka H-A-K. Kumbhaka. Yes, voilà, c'est ça, j'y arriverai. Donc toi, tu es professeur de yoga qui donne des cours en ligne. On avait passé une super émission la fois passée, c'est pour ça qu'on t'a réinvité. Mais tu es aussi sur les ondes de UFM, on peut entendre ta voix le vendredi après 22h. Ah oui, une fois par mois dans Let's Talk About Sex. Je crois que c'était une fois par semaine, je sais pas pourquoi. Ah, ce serait pas mal, mais on serait un peu crevés. Alors en face de moi, Sylvain Der. Sylvain Der, donc c'est www.éveillez-vous.be, mais évidemment ce n'est pas un site internet, c'est un professeur de yoga qui est sur Éveillez-vous. Sylvain, bonsoir, désolé de te présenter. On avait passé également un excellent moment il y a 2 semaines et du coup on est ravis de t'accueillir justement parce que cette fois-ci on va plus s'intéresser à qui sont ces êtres humains finalement. C'est incroyable, on dirait qu'on le fait exprès dans cette émission de trouver des bons titres par rapport à votre parcours, par rapport à vos opinions aussi, parce que vous, toi Anso, tu donnes plus des cours en ligne. Oui. Et toi Sylvain, tu es plus en présentiel. Oui, tout à fait. Ouais. On va parler de ça tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc. Twitch, mais on est évidemment sur la bonne vieille bande FM. 106.9 FM sur UFM, mais qui est cet être humain jusque plus ou moins 22h30. 22h30. Cet être humain là à côté de moi. Eh ben non. Je pense que la chaleur de l'été monte un peu à la tête de notre animateur préféré, n'est-ce pas? Je dis n'importe quoi, 21h30, bien évidemment. Pourquoi j'ai dit ça? Ouais, bon, voilà. Déjà parti. Ouais, je suis parti dans une envolée lyrique. Je pense que j'ai dû balancer 20 000 mots à la minute. On va se calmer. Écoute, c'est bien simple. On va demander l'avis pour ceux qui sont sur Twitch. Ils préfèrent qu'on soit là jusqu'à 21h30 ou 22h30. Voilà. Ouais, voilà. Sachant qu'il n'est. Ouais, je ne pense pas qu'on va vraiment respecter ce que vous désirez. Mais vous pouvez commenter et tout ça. On avait terminé la fois passée sur l'histoire du yoga. Mm-hmm. On s'était arrêté, je crois que c'était début 20e. Oui, en très accéléré. Très accéléré. Donc je propose que du coup on recommence plus ou moins ici début 20e siècle parce que finalement c'est une période que je trouvais assez intéressante d'un point de vue du yoga. Ce yoga pas si millénaire que ça. Donc là, allez voir sur YouTube. Enfin pas maintenant. Hein. Là, regardez notre live. Vous verrez la partie 1 de l'émission et vous comprendrez à quoi je fais allusion.
Et je propose, Anso, qu'on fasse un fil rouge. Donc de temps en temps, on va faire une petite décennie par-ci par-là. De là, on recoupe avec des questions. Pas de souci. Et après tout cela, donc peut-être vers 21h15, moi j'aurai un jeu qui s'appellera Yoga pas Yoga, qui sera peut-être intéressant ou pas, ça on verra, ça, c'est vous qui jugerez. On le fera peut-être même à 20h45, tiens. Mais donc restez avec nous, vous êtes sur UFM dans Qui est cet être humain? Et on commence du coup directement avec le début du yoga Bah oui. du XXe siècle. Anso. Je vais peut-être juste résumer en quelques mots ce qu'on avait dit la dernière fois pour qu'on puisse un peu replacer et que, qui n'avait pas suivi puisse quand même suivre un peu. Donc on avait vu qu'il y avait toute une série de traditions yogiques qui trouvent leur origine en fait il y a 2 bons millénaires, voire même peut-être un peu plus dans la vallée de l'Indus, donc c'est l'équivalent du Pakistan et du nord de l'Inde actuelle. Et l'idée, c'est que ces générations de yogis et de yoginis qui sont arrivés avant nous ont tous essayé d'échapper au cycle des renaissances en supprimant le karma. Donc toute cette charge de bonnes actions et mauvaises actions qui vient peser dans le fait qu'on se réincarne ou pas, sous une forme ou sous une autre. Ok, donc on a viré le côté spirituel du yoga pour l'avoir un peu plus oui, de plus en plus, c'est ça. Donc en fait, au fur et à mesure, ils sont arrivés avec un succès relatif à atteindre justement cette libération du karma dans les différentes branches, soit en immobilisant complètement le corps ou en évacuant les désirs, ça c'est plutôt l'approche bouddhiste, en méditant, en faisant leur devoir avec abnégation ou bien encore en faisant preuve de dévotion envers les différentes divinités des différents panthéons, puisque c'est une pratique qui a évolué dans un contexte religieux, dans un contexte philosophique très varié. Et donc en général, ça se fixait sur une mise à l'arrêt du corps et de l'esprit. Et puis on avait vu que le tantra avait débarqué pour mettre un peu le brin dans tout ça. Ouais, donc le tantra, pour rappeler. Donc le tantra, c'est en fait un ensemble de pratiques plus ou moins ésotériques, plus ou moins philosophiques, qui sont développées, on va dire, entre le 6e et le 13e siècle, qui ont vraiment eu une grande emprise sur le yoga. D'ailleurs, le yoga qu'on pratique aujourd'hui est très inspiré du tantra, dans la mesure où c'est le yoga qui a ramené le corps au centre de la pratique. Alors qu'avant, on essayait plus ou moins de l'évacuer, ou en tout cas de se centrer sur l'esprit. Donc ça s'est fondé sur une espèce de corpus de textes de révélation dans lequel il y a une divinité avec 2 aspects, masculin et féminin. Donc Shakti pour le féminin et Shiva pour le masculin. Et l'objectif, pour parvenir à la libération, c'est en fait de rassembler ces 2 parties dans l'être humain, qui est en fait une représentation microcosmique du macrocosme de l'univers et du monde en général. Okay. Et donc là, les tantristes, c'est en fait les premiers à ramener le yoga vraiment dans le corps, mais c'est aussi les premiers à permettre l'accès au yoga à des gens comme vous et moi, et plus seulement à des ascètes ou à des gens très riches qui pouvaient se permettre de se concentrer sur leur pratique spirituelle pendant toute leur vie. Puisqu'en fait, pour devenir tantriste, il suffit, avec beaucoup de guillemets, d'être initié par un gourou. Donc un gourou, c'est un professeur, c'est pas un... Et un ascète, pour rappeler... Juste pour le terme. Ouais, un ascète, c'est quelqu'un qui vivrait retiré de tous les plaisirs de la société, donc pas en ermite complet, mais en tout cas dans un dénuement assez complet qu'il a choisi, en fait. Okay. Simplement pour pouvoir se consacrer aux réalités spirituelles plutôt qu'aux réalités physiques. D'accord, mais est-ce que ça a un rapport avec la pénitence catholique, ou c'est dans le même esprit? C'est une grosse question. Tiens, pas... je te l'offre. Non, oui, c'est cadeau. Bien ça. Alors, il n'y a pas vraiment ce sens de punition volontaire pour contrer ses péchés, c'est plutôt s'extraire du monde pour permettre la réalisation du soi, donc de l'essence même de l'être humain. Okay. Donc dans tout le catholicisme, dans la chrétienté globalement, il y a cette idée de péché originel et de demander pardon non-stop. C'est quelque chose qui n'existe pas, à ma connaissance en tout cas, dans les pratiques philosophiques et religieuses orientales. Ce serait une sorte de minimalisme poussé à l'extrême, si tu veux, ouais. D'une certaine façon. Oui, ça pourrait être ça. Ouais. C'est vraiment d'essayer volontairement de se priver de certaines choses, pas pour se punir, mais pour se libérer en fait. Okay. Ouais. C'est vraiment ça, donne de l'espace à d'autres choses. Dans l'esprit général plus on a de choses matérielles et plus on a de choses de quoi on doit s'inquiéter. Ouais. C'est vraiment dans cette optique-là. Ouais. D'accord, ouais. Du coup, moins on a le détachement. Moins il y a en tout cas de choses matérielles à part la nature autour de nous, forcément, moins notre mental est actif. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Dans cet esprit-là. Ok. Et pas de distraction, moins le mental est actif, plus tout ce qui est spirituel peut vraiment s'éveiller parce que c'est toujours l'activité du mental qui l'empêche. Okay. C'est dans ce sens-là. Ouais. Du coup, le silence et l'isolement permet vraiment
d'accueillir et d'observer tout ça dans la subtilité. Exactement. Ok, ouais. Et aussi d'atteindre le détachement, puisque moins on a d'objets matériels, moins on a de désir pour le matériel. Et donc c'est aussi toute cette, tranche philosophique. Pareil avec les personnes, si on s'isole. Exactement. Le détachement des personnes, vivre la solitude et être heureux dans la solitude, c'est aussi dans ce sens-là. Oui. Donc c'est vraiment l'objectif 100% spirituel, quoi, si je devais résumer. Oui, toujours. Ok. Alors, donc là, au stade où on en est dans l'histoire du yoga, l'objectif est toujours spirituel. D'accord. Vraiment, cette idée de libération et d'évolution, en fait, qui devient de plus en plus personnelle et qui maintenant commence à s'inscrire dans le corps aussi. Ok. Puisqu'en fait, une fois que le tantriste a été initié par son gourou, il apprend une série de pratiques qui va mettre en place des petits rituels, en fait, comme on le fait maintenant, plus ou moins, qui va mettre en place tout au long de sa vie, pratiquer jusqu'au moment où son corps physique va décider de passer l'arme à gauche. Et puis, il sera automatiquement libéré normalement, puisqu'en fait, dans le tantrisme, l'idée, c'est pas seulement la libération, c'est aussi la possibilité de profiter de son passage sur Terre, qui est censé être le dernier, puisqu'on a été initié par son gourou, et donc, après, l'âme sera libérée. Alors, donc le tantrisme, ça va faire florès jusqu'au XIIIe siècle à peu près, et c'est à ce moment-là qu'il va être remplacé par ce qu'on appelle le Hatha Yoga, qui est encore un des pères du yoga qu'on pratique aujourd'hui. Et en fait, dans cette idée du Hatha Yoga, il y a un texte fondateur qu'on appelle Hatha Pradipika, je l'avais évoqué la dernière fois, qui parle de techniques de rétention. Alors de rétention de quoi ? De cette espèce de fluide de vie qui serait stocké dans le crâne et qui s'écoulerait au fur et à mesure de la vie tout le long de la colonne vertébrale. Et donc en fait, les pratiques du Hatha Yoga permettent de maintenir ce fluide dans le corps et donc éventuellement d'atteindre la vie éternelle. On ne sait pas trop. Ça pourrait être utile. Donc il y a tout un travail sur le souffle, des postures qui deviennent de plus en plus complexes pour pouvoir nettoyer le corps, pour pouvoir purifier en fait le physique et le mental en même temps. Et donc c'est l'arrivée du tout premier manuel de yoga illustré vers 1600. Ça, c'est très curieux. Pour faire un peu le lien avec les pratiques, du coup, dans le Hatha Yoga, qui n'est pas exactement le yoga Shivananda. Shivananda était faire un mélange Hatha Yoga et ancienne. Ça, on en parlera tout à l'heure, mais donc, d'où les postures inversées dans le yoga qui sont les plus importantes. C'est quoi une posture inversée Posture sur la tête. Le trépied. Donc, on appelle ça posture sur la tête, donc le trépied. Donc, ça, je vois, comme en gymnastique. Oui, c'est ça. Exactement. Et alors, à chaque fois, il y a des évolutions. Donc, on commence avec les bras au sol, puis les mains, puis après, on peut mettre les bras le long du corps et tenir sur le sommet de la tête. Ah ouais. Et on s'étire et on reste comme ça. Voilà. Théoriquement. Chez Shivananda, on conseille 4 ans. de faire 10 minutes tous les matins. Ah non, 10 minutes, je crois que non, pardon, 10 ans. Pas 10 ans. C'était 10 ans. Ça, c'est de l'ascétisme. Non, 10 minutes de trépied tous les matins pour justement... Et après, enchaîner avec la chandelle aussi. La chandelle aussi, on devrait aussi rester 10 minutes aussi. Ouais. Ah ouais. Et donc, ça, c'est la base d'une bonne santé dans la plupart des courants de yoga, quand même. Oui, effectivement. On m'avance peut-être un peu, mais en tout cas, tout ce qui est inspiré du Hatha Yoga, c'est, si on veut se sentir bien, c'est trépied chandelle. Déjà testé pour vous deux Oui. Enfin, pas l'équilibre sur la tête, moi ça j'ai pas capable. Oui. Mais oui, c'est ce que moi j'appelle des inversions au niveau des traditions. Oui, moi j'en fais régulièrement. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très. Je trouve que ça calme. Ça permet de remettre en place le système nerveux. Effectivement, on sent vraiment une concentration. Après, c'est zéro stress. Je le conseille souvent aux étudiants avant les examens, ce genre de choses, parce que ça vient vraiment renourrir le cerveau, calmer complètement le système nerveux, évidemment l'épinière. Et moi j'avais une question, du coup je rebondis à ce niveau-là. Au niveau des inversions, j'ai appris un truc maintenant, je crois avoir appris un truc, c'est que souvent on a le cliché, c'est la position du lotus, donc avec les jambes en tailleur, mais apparemment ça c'est la position du demi-lotus, parce que le full lotus, ce serait justement une inversion. Est-ce que je me trompe ou De nouveau, ça dépend des traditions et des noms qu'on lui donne, mais en général le lotus c'est effectivement la posture assise avec les deux jambes complètement croisées. Qui n'est pas une posture très saine pour la plupart des anatomies, simplement parce que c'est assez dangereux pour les genoux, il faut avoir une très grande ouverture dans les hanches. C'est bien simple. Moi je sais pas le faire non plus, je peux le faire à certaines périodes mais pas tout le temps, et je préfère protéger mes genoux et pouvoir marcher jusqu'à la fin de ma vie que de faire le lotus très élégamment pendant 2 ans. En tout cas ça doit se travailler en douceur. C'est une posture qui est très, très très délicate, et c'est drôle parce que ça reste une posture clé de l'image qu'on se fait du yoga. C'est cliché. Alors que vraiment il y a plein de moyens d'ouvrir les hanches différemment et de s'asseoir dans une posture méditative beaucoup plus confortable.
confortable. Donc, effectivement, c'est vraiment le gros cliché, parce que la majorité des personnes qui n'ont jamais fait un cours vont directement, ils pensent qu'ils vont venir s'asseoir en demi-lotus. Avec les pouces et index joints en faisant... Effectivement, la majorité des personnes pensent ça. Juste pour demi-lotus, du coup, il y a le demi-lotus, les jambes croisées, comme ça, et puis le lotus complet, les pieds reviennent sur les hanches des deux côtés. Et le demi-lotus, ça peut être juste un des pieds qui revient sur les hanches, en fait. Ça, je sais. Mais le lotus complet, on met un pied sur la hanche, et puis on prend l'autre pied, on le met sur le pied. C'est ça. Juste une petite question, comme je te vois sur ta chaise, Sylvain. Est-ce que tu pourrais te lever et montrer un peu plus ta position du lotus? C'est comme ça, on a un beau cadrage pour ce que tu veux dire. Ah, écoute... c'est les réalisateurs qui parlent. C'est possible, mais Ouais, c'est juste pas montrer maintenant. On te verra. Bon, du coup, tu essaies de te décaler légèrement vers ta propre droite. Je suis en jeans, ça va pas être possible. Ça marche quand même, plus ou moins. Bon, ici, on a les jambes croisées ici, du coup, je sais pas si on voit bien. Du coup. Bon, après, si on fait demi-lotus, on va poser un pied qui remonte. Le pied qui remonte, ici, du coup. Bon, après, le lotus complet, mais je pense pas que je vais l'avoir avec mon jeans. Tu ne craques pas tes vêtements. Non. Mais donc, demi-lotus, on a le pied qui revient progressivement dans la hanche. Et c'est une position où on est bien droit, en fait. Et en Inde, ils sont souvent... Oui, c'est tout à fait accessible pour eux. Ils utilisent cette position-là au lieu d'une chaise. Tout à fait. Et eux, ça leur va très bien. C'est quand même meilleur pour le dos que la position sur une chaise. Oui. Et en fait, c'est pour ça, à la base, que cette posture est devenue tellement clé et emblématique. C'est parce qu'en fait, la base du yoga, c'est de trouver une posture méditative et de préparer le corps à être bien installé dans une posture méditative. Et donc, cette posture qui est facilement accessible pour les populations dans lesquelles le yoga a été créé est devenue la posture emblématique. Alors, une petite question sur Twitch. Ouais, merci. De Dragpire, le yoga est-il recommandé pour tous les publics? Vous parlez de posture inversée, ça me paraît dur pour beaucoup de monde. Comment adapter ce genre de posture? C'est une très bonne question. Ça. Très bonne question. Alors, oui, moi je dis que oui, le yoga est adapté à tout le monde. Pour autant qu'on ait envie de le pratiquer et qu'on soit prêt à faire preuve de curiosité envers son corps et son fonctionnement et à ne pas se forcer dans des postures. Donc les trucs qu'on évoquait tantôt, des équilibres sur la tête, ça vient après des années de pratique, je dirais, pour être vraiment confortable. Et il y a évidemment moyen de modifier absolument toutes les postures d'une façon ou d'une autre. Je dis toujours que ce qu'on vient chercher, c'est pas la posture, c'est pas l'esthétique de la posture, c'est l'intention de la posture. Donc quand je fais une posture, qu'est-ce que j'essaye de provoquer dans mon corps pour provoquer une sensation spécifique. Et donc, par exemple, la fameuse chandelle ou un équilibre sur la tête, on peut tout bêtement le modifier en s'allongeant au sol et en mettant les pieds sur une chaise. C'est simple, c'est accessible à tout le monde, c'est mauvais pour le dos de très peu de personnes. Et on a tout ça chez soi. Donc voilà, toutes les postures pour moi sont adaptables d'une façon ou d'une autre, pour autant qu'on s'intéresse à l'intention de la posture et pas à l'esthétique. Ok. Je suis vraiment du même avis aussi. D'ailleurs, c'était quand même... J'ai toujours voulu adapter, justement chercher à adapter. Et du moment qu'on comprend l'essence première de la posture, effectivement... on peut vraiment simplifier. Donc la posture sur la tête, je la fais pas pendant les cours par contre. Là, on peut même proposer à des personnes de faire un trépied si on a des problèmes de nuque. Il y a des techniques respiratoires spécifiques qui allongent la nuque. Et il faut maîtriser les techniques respiratoires avant de faire ça. Donc le trépied, non. La chandelle, on peut très bien se mettre contre un mur, mettre les pieds contre le mur, pousser les pieds contre le mur, et donc le dos se relève. Et on reste et on profite des effets de la posture aussi en position inversée. Donc, ou alors un coussin sous le bas du dos, tenir les jambes verticales. Et ça, tout le monde y arrive. Donc, il y a plein d'options. Il y a vraiment plein d'options pour simplifier. Mais il faut simplifier et surtout ne pas se forcer. Oui, logique. C'est ça qui est important. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Donc, au final, c'est plus la compréhension de l'essence que le fait de forcer pour avoir la posture parfaite. Va dire la posture parfaite qu'il y a dans le bouquin. Ça, c'est la base de la pratique. Et je pense que c'est notre boulot premier en tant que prof de yoga. C'est en fait de permettre aux élèves de comprendre pourquoi cette posture est là, à ce moment-là, ce qu'on essaie de venir faire chercher dans le corps. Alors, il y a des sensations qui ne vont pas être les mêmes, évidemment, d'un corps à l'autre. Mais donc, en tout cas, pouvoir expliquer à l'élève aussi sa limite, lui permettre de comprendre ce que c'est sa limite. Parce qu'on est dans une culture physique du corps qui est venue s'imprimer dans la pratique du yoga
et qui fait qu'on a envie de pousser comme des malades pour faire la même posture que le prof et pour que ce soit beau et voilà. Et l'idée, c'est justement de se centrer plutôt sur le souffle, sur là où l'esprit va venir se positionner pour se dire, ok, est-ce que je suis bien maintenant dans cette posture? Est-ce que je peux y rester? Est-ce que je dois adapter certaines choses? Et c'est à nous d'enseigner ça, de transmettre ça en tout cas, d'ouvrir l'esprit à ces sensations-là, et puis d'offrir évidemment les différentes versions des postures qui peuvent être bénéfiques en fonction de la personne. En gros, dès qu'on trouve une sensation, on est dans une posture. Oui, tout à fait. Et on doit s'arrêter, et la fois d'après, on devra aller plus loin pour retrouver une sensation. Oui, potentiellement. Ça. Ou parfois moins loin, parfois parce que ce jour-là, le corps ne veut pas. Oui, ça dépend des semaines, et des jours et de l'heure. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour la question, Dragpire. Donc n'hésitez pas sur Twitch, envoyez-nous tout ça. Vous avez vu, on répond au tac au tac. Et merci JP du coup pour l'intervention. Il n'y a pas de souci. Du coup, je connais un peu plus ou moins votre réponse vu ce que vous venez de me dire, mais sachez qu'il existe des compétitions de yoga. Vous êtes pour ou contre? Donc pour nos auditeurs, en gros, c'est soit faire les plus belles postures, les plus, on va dire, les plus millimétrées, soit les faire très vite, soit il faut en faire le plus possible. Enfin, il y a vraiment le côté compète, d'où forcément compétition de yoga, ça ne s'invente pas. Pour ou contre Anso me lançait, du coup, je dirais que, a priori, puisque je n'en ai jamais entendu parler et que ça ne m'a jamais intéressé, je dirais contre. Ça, je pense. Enfin, oui, de toute façon, oui, je n'y vois pas vraiment le lien de l'essence profonde du yoga, justement, où on travaille l'humilité, où on apprend à accepter chacun son propre corps, son propre esprit, le cœur de l'autre. On évite la comparaison, justement, donc pour moi, on n'y est plus du tout. Oui, je suis assez d'accord. Ouais, je me doutais bien que vous allez être d'accord. Alors, de nouveau, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'ancre. Donc, le yoga, c'est une pratique qui a été intégrée par l'Occident et des valeurs capitalistes. Je vais faire la communiste ici, mais des valeurs, de compétition, d'esthétique externe, qui sont, je trouve, effectivement pas partie intégrante de l'essence du yoga, et donc je comprends pas bien l'intérêt de faire des compètes là-dessus. Mais ça se raccroche à certaines pratiques du yoga qui étaient associées à la lutte, notamment en Inde, et aussi au bodybuilding. Donc vraiment le culturisme, le fait de se créer le corps le plus parfait. Okay. Donc il y a une espèce de lignée du yoga qui est maintenant complètement oubliée et qu'on n'a pas envie de voir, mais qui a existé et qui fait qu'on a découvert le yoga en Occident. Et donc c'est peut-être lié à ça aussi. Comment c'est arrivé le yoga en Occident, Anso? Par des moyens assez détournés. Donc si je fais un petit bond dans le temps, donc là on était au tantrisme avec le Moyen-Âge, et puis le hatha qui a pris le relais. Il faut savoir que c'est à partir du hatha et de ses développements que les postures ne sont plus devenues que des postures fixes, qu'on a commencé à avoir plusieurs postures qui étaient enchaînées, au fur et à mesure enchaînées par vraiment des mouvements entre les postures. Donc ça existe toujours dans certains styles de yoga, pas dans d'autres. Et puis évidemment est arrivé l'Empire britannique. Avec ses belles chaussures bien cirées, ses bottes, qui a décidé évidemment d'éliminer complètement la culture indienne dans sa globalité, on va dire. Le yoga en faisait partie, pour le remplacer le sanskrit en faisait partie, etc., etc. Donc il y a eu une espèce d'annihilation en fait de la culture du yoga dans ces différentes traditions. Il y a des lignées qui ont été complètement perdues pendant la colonisation britannique, qui a quand même commencé fin 17e, si je ne me trompe pas. Plus ou moins, ouais. Donc voilà, en fait, pendant toute cette période-là, ça a été quand même assez discret. Il y a des gourous qui ont continué à enseigner à leurs élèves, plus ou moins discrètement, particulièrement dans les États princiers qui survivaient sous l'Empire. Et puis, il y a eu, dans les années 20, en fait, tout un début de soulèvement nationaliste. Alors, pas seulement en Inde, c'était aussi dans d'autres pays du monde. On avait un peu marre du colonialisme et on se disait que, allez, on peut faire des trucs nous-mêmes. Et donc, en Inde, ça s'est notamment manifesté par la redécouverte des traditions écrites autour du yoga et puis de la pratique physique du yoga. Et ça allait de pair avec ce culte typiquement nationaliste, pas seulement en Inde, mais évidemment un peu partout, de la culture du corps, le corps sain, le corps musclé qui est censé représenter la puissance du peuple et la possibilité du peuple à trouver son indépendance, qu'on retrouve dans d'autres cultures dont on n'a pas forcément envie de parler.
Et donc, dans cette culture-là, les lutteurs, les bodybuilders, etc., ont été de plus en plus valorisés et ont retrouvé les anciennes traditions du yoga pour venir étirer leur corps, renforcer leur corps et créer en fait des muscles là où il fallait qu'ils soient pour que ce soit très joli. Il y a des photos très comiques de cette époque-là, surtout dans les années 30. C'était pas le même standard que nous, donc j'imagine que ça va être assez, assez rigolo. Oui, c'est assez intéressant. Les poses sont très belles, les moustaches sont magnifiques. C'est toujours génial. Avec des beaux caleçons. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, il y a notamment un bodybuilder qui s'appelait Iyer, ou Ayer, je ne sais jamais comment on dit, I-Y-E-R, qui était considéré comme un demi-dieu dans les années 30, qui a écrit ses bouquins inspirés d'autres maîtres yogis sur l'art du corps, notamment un texte qui s'appelle Muscle Cult, le culte du muscle. Qui a en fait fortement influencé, ou en tout cas qui rappelle fortement des postures qu'on a encore aujourd'hui, des réalisations. Et donc c'était le premier manuel complètement illustré avec des bienfaits, des informations sur les postures, comment rentrer dedans, comment en sortir, etc. Encore une réaction de Dragpire sur Twitch. Donc, Ilouel nous dit que Ilouel a déjà essayé lors de son cursus scolaire en théâtre et art de la scène. Ça servait aux échauffements corporels et à comprendre comment fonctionnait le corps au jour d'aujourd'hui. Il est vrai que professionnellement, Yel voit un intérêt, mais que Yel trouve ça ennuyeux. D'ailleurs, comment trouver du plaisir ou un côté ludique à cette pratique ? Ça, j'ai envie de te dire, c'est à toi de te débrouiller. C'est-à-dire qu'on vient trouver dans la pratique, je pense, ce qu'on y cherche au départ. Et c'est forcément pas une pratique qui convient à tout le monde. Il faut savoir qu'il y a tout plein de styles de yoga différents. Du plus spirituel, mental, je vais dire, peut-être au plus centré sur le physique. Et donc en fonction des professeurs, en fonction des styles de yoga, en fonction de l'état d'esprit dans lequel on vient au yoga, on peut trouver des bénéfices tout à fait différents. Alors ça peut être une pratique ludique. Moi je trouve ça ludique dans le sens où on est toujours dans la curiosité, dans l'exploration. J'ai jamais une pratique qui est la même que l'autre, même si je fais un yoga qui est relativement répétitif. Donc au final, je pense que c'est aussi une façon d'aborder les choses qui fait qu'on va trouver un aspect ludique ou moins ludique. Mais de toute façon, les bénéfices vont se révéler d'une manière ou d'une autre. C'est ça que je trouve assez fantastique avec le yoga. Ouais, je donne mon avis aussi. Oui, sûr. Ouais. Non, peut-être. On a deux experts. Si on switchait sur autre chose. Alors, moi, par rapport, du coup, à force de faire les cours collectifs, moi, ce que je répondrais, donc, c'est que logiquement, on ne doit pas s'ennuyer. Si on s'ennuie, quand je vois des élèves qui lèvent les yeux et ça veut dire qu'ils sont en train de penser à autre chose, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez loin dans la posture. Parce que autant on doit se respecter, autant pour faire du yoga, il faut quand même aller chercher une sensation. Ouais. Donc celui qui est mince, qui a ses abdos, qui n'a pas de problème physique et qui va faire l'exercice à moitié, il va rien sentir. Oui, il va se faire chier royalement. Par contre, donc ça veut dire qu'il faut aller chercher la posture plus loin, aller voir quelles sont les étapes suivantes, parce qu'il y a toujours des étapes suivantes, et sentir l'ouverture, sentir que ça vient étirer, en tout cas à différents endroits. Là, quand on y est, alors on reste, on fait la pratique respiratoire, et puis après, quand on sort de la position, alors on est... Donc déjà pendant l'exercice, pendant la posture, le mental ne sait pas fonctionner parce qu'on est sur l'étirement, on est sur la respiration. Mais pas uniquement sur la respiration, il faut être sur la sensation physique en même temps. Et c'est la sensation physique qui doit nous déconnecter du mental. Et quand on sort de la posture, le mental ne se remet pas en route parce que la libération de la posture vient recréer la sensation physique. Donc je dirais, c'est qu'il faut aller plus loin. Ouais. Pour trouver sa propre sensation. Oui, je suis d'accord. Et je rebondis là-dessus, c'est quand je disais tout à l'heure que ça ne convenait pas forcément à tout le monde, il y a des personnes qui sont par nature, enfin plutôt par éducation je dirais, mais bon, c'est un autre débat, plus compétitives, qui ont besoin d'avoir l'impression de se dépasser, de suer quand elles font un truc, ce genre de choses. Effectivement, si c'est ton cas, auditeur, auditrice, en fonction du type de yoga, tu risques de pas trop t'y retrouver parce qu'on vient pas chercher le dépassement de soi. On vient chercher la découverte de soi.
Donc on n'essaye pas d'être en compétition ni avec les autres, ni surtout avec soi-même. On essaie juste d'évoluer en fonction de la manière dont le corps répond au fur et à mesure de la séance et au fur et à mesure de l'évolution de la pratique. Là où moi je trouve un intérêt, effectivement, où je trouve que ma curiosité est assouvie et mon intérêt est maintenu. Mais effectivement, de l'extérieur, ça peut paraître très chiant, très lent, très voilà. Mais une fois qu'on apprend à prêter attention, même dans une posture fixe, à toute l'évolution du souffle, à toute l'évolution de la posture, des sensations dans la posture, on n'a vraiment jamais de quoi s'ennuyer, je trouve. Ouais. Et donc c'est vraiment le juste milieu, hein, être se respecter, mais il faut quand même être en un début de difficulté. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Sinon on ne progressera jamais. S'il n'y a pas de début de difficulté, on s'ennuie. C'est ça. Et donc on est quand même dans du développement physique et spirituel, et respiratoire. Et donc si on ne va pas le chercher, évidemment... Si on va pas assez loin dans la posture. Respiratoire. Pardon, excuse-moi. Vas-y. D'ailleurs, respiratoire, l'unité de mesure du yoga, c'est la respiration. Enfin, du peu que j'ai pu tester, en général, on va dire, on va tenir cette posture pendant 3-4 respirations. C'est vraiment le système métrique interne au yoga. La respiration, c'est vraiment peut-être même l'essence. Enfin, pour vous, vous mettez l'accent sur la respiration dans vos cours ? Mettre l'accent sur la respiration, oui. Après, dans le courant Shivananda, c'est plutôt on reste 3 minutes, 10 minutes, intéressant, 1 minute. Okay. Et chacun va développer son souffle. Donc on va ralentir le souffle. On va aller chercher des inspires et des expires qui durent de plus en plus longtemps. Donc souvent les élèves au début c'est 1 seconde et encore c'est bien 1 seconde parfois. Et puis après on peut obtenir des inspires et des expires qui durent chacune 30 secondes, 1 minute. On peut vraiment aller chercher ça dans une posture de 3 minutes. On pourrait inspirer et expirer 3 fois. Ouais, tout à fait, Oui, et moi, dans les styles de yoga que je pratique, effectivement, on a tendance à compter les souffles. Rester, particulièrement en Ashtanga, c'est typiquement 5 respirations, 8 ou 15. Donc, en fonction du rythme qu'on va imprimer en tant que professeur, on est formé à guider les élèves dans un rythme de respiration spécifique. Mais ça peut être une unité de mesure comme une autre. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est particulièrement représentatif puisque le souffle est le premier indicateur du confort ou de l'inconfort d'une posture. Du fait qu'on est allé trop loin, du fait qu'on peut aller plus loin. Donc c'est le signal, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette emphase sur le souffle. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours que c'est pas une pratique physique, c'est une pratique respiratoire, pour moi, le yoga. Et c'est cette respiration qui est un indicateur de la situation dans laquelle on se trouve physiquement, qui nous permet de savoir si on doit aller plus loin, si on doit aller moins loin, si on met le corps en stress ou si effectivement il est dans la tête en total. Donc c'est ça pour moi l'importance du souffle. On est bien d'accord. C'est pas le comptage en soi qui fait partie de certaines des traditions que je pratique, mais il y a d'autres types de yoga que j'enseigne aussi, dans lesquels là on va rester aussi un certain temps, un temps spécifique dans les postures, plutôt qu'un nombre de respirations. Oui. Ok, on est toujours donc dans Qui est cet être humain sur UFM jusqu'à 21h30 plus ou moins. Je crois que c'est un peu calme sur Twitch, JP. Pour le moment, c'est calme, oui, voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, dites-nous qu'on est beau, tout ça. Enfin, si c'est des messages de haine, poubelle, hein, on les lit pas. Justement, il y a un message de haine. J'ai une nouvelle question, toujours de Dragpir. Donc, n'est-ce pas mauvais pour les gens hyperlaxes qui ne sentent justement pas la limite de leur corps? Ça, c'est pas de la haine, ça. Non. Mais non. J'étais prête, moi. N'est-ce pas, pour les personnes hyperlaxes, alors c'est un sujet particulier parce qu'ils doivent aborder donc les postures différemment, parce que là où dans un cours, par exemple, je vais conseiller à tout le monde de travailler pour certaines subtilités pour aller étirer les articulations. Quand il y a des personnes hyperlaxes au cours, du coup, je dois leur donner des autres conseils qui sont de s'aligner, de vraiment travailler l'alignement des épaules et pour renforcer leurs articulations au lieu de les assouplir. Donc c'est la même pratique mais avec des subtilités différentes. J'ai dû aller googler. Donc pour ceux qui ne savent pas, hyperlaxe, c'est quelqu'un qui est particulièrement souple. Voilà, je fais le malin, mais je viens de regarder sur mon téléphone. Et donc, c'est vraiment au niveau des indications qu'on donne à une personne hyperlaxe, c'est pas les mêmes qu'à une autre personne, parce qu'elle doit vraiment faire attention à ce que ses épaules ne partent pas. Là où une autre personne va avoir du mal à allonger ses épaules.
la personne hyper relaxe, elles vont s'allonger tout de suite et donc elle va partir tout de suite dans des évolutions de la posture. Et donc il vaut mieux vraiment qu'elle travaille à son alignement et garder ses épaules droites pour les renforcer, les solidifier. C'est ça. Voilà. Donc c'est pas dangereux en soi, en fait. Pas dangereux en soi, non, mais ça demande une attention particulière et des conseils qu'on n'ira pas dans les livres. Oui, exactement. D'où l'intérêt d'avoir un prof, en fait. Oui, il faut... On dit souvent... ça demande une attention particulière. Et j'aurais pas espéré mieux comme transition à ce niveau-là, parce qu'on a justement deux méthodes de cours différentes ici dans nos invités. On a donc Anso qui donne des cours via ta page Facebook Kumbhaka Yoga. J'y arriverai. Enfin non, en fait, j'y suis arrivé. C'est quoi ça, Et là, c'est quoi ici où tu donnes donc plus des cours en ligne. Toi, Sylvain, tu es plutôt cours en présentiel. Du coup, vous avez, on en a parlé un petit peu hors antenne. Du coup, vous avez deux philosophies différentes mais complémentaires. Et ce serait bien qu'on en parle un peu de tout ça, les avantages, les inconvénients. Qu'est-ce que tu préfères du coup dans les cours en ligne, toi, Anso ? Alors, moi, ce que j'aime dans les cours en ligne, en fait, il faut savoir que j'ai commencé le yoga avec des cours en ligne. Parce que je trouvais pas de cours dans les régions où j'étais qui me convenaient. Voilà. C'est une question aussi, je trouve, très personnelle, le fait d'accrocher avec son professeur ou pas, d'aimer l'ambiance du chala, donc de la salle dans laquelle on va se trouver, ce genre de truc, bref. Donc j'ai suivi moi-même beaucoup de cours en ligne. Et j'ai beaucoup apprécié parce que je suis quelqu'un qui aime apprendre seul. Je suis quelqu'un qui aime pas forcément être dans une salle avec plein de personnes. J'aime pas forcément qu'on me manipule. Donc il faut savoir que quand on pratique le yoga en présentiel, on a certains professeurs dans certaines traditions qui peuvent venir poser les mains sur le corps, évidemment dans pour corriger la posture. Voilà, pas corriger la posture, mais permettre à l'élève de la sentir différemment, d'entrer peut-être différemment dedans, peut-être en sortir différemment. Ok, sorti du contexte, c'est très étrange. Oui, effectivement. Donc ça, c'est des aspects que moi, j'aimais pas forcément dans les cours en présentiel. Et donc, quand j'ai lancé mon activité de professeur, c'était en fait dans le contexte particulier déjà du coronavirus. Ma formation était déjà dans ce contexte très particulier. Je devais faire une formation à l'étranger en présentiel qui finalement a été organisée en ligne. Donc j'ai été formée en ligne et j'ai commencé à donner mes cours en ligne, sachant pas si on allait pouvoir ouvrir un studio, comment ça allait se passer. Et finalement, je trouve que c'est quelque chose qui me convient très bien et qui convient bien aux élèves que j'ai devant moi. Alors c'est des cours qui sont très limités, je prends pas plus de 8 personnes par séance, simplement parce que le désavantage par rapport au présentiel, c'est qu'on n'est pas en présence du corps des élèves. Donc forcément, je ne peux pas tout voir. Je n'ai qu'un angle de vue avec la caméra. Mais tu les vois quand même. Mais je les vois quand même. Ouais. Ça c'est vraiment important. C'est une espèce de contrat moral qu'on a entre nous. Tout le monde active ses caméras, mais c'est moi qui suis en grand écran. Et donc le jeu, c'est de ne pas regarder les autres, puisqu'on ne vient pas se comparer dans une séance de yoga. Et donc je trouve que l'aspect pratique, le fait de ne pas devoir se déplacer, d'avoir le confort de faire ça chez soi, de pouvoir pratiquer tranquillement justement avec moins ce souci de compétition qui est présent, il n'y a rien à faire de toute manière dans nos mentalités. Je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Alors la difficulté, c'est effectivement ces questions d'alignement, d'ajustement, donc d'aide qu'on peut apporter directement à l'élève. Et donc pour ça, je développe des techniques spécifiques de guidance en fait, qui font qu'en fait je parle beaucoup, plus que si je donnais un cours en présentiel. Je donne énormément d'indications et surtout beaucoup d'indications qui sont personnalisées pour mes élèves, qui vont leur permettre de sentir les choses et de même utiliser leurs propres mains pour s'aligner différemment. Donc pour donner un exemple tout bête, une posture de base qui s'appelle Tadasana, qui est la posture de la montagne, où on est simplement debout, avec les jambes, les pieds soit joints, soit écartés à peu près autant que les hanches. C'est une posture basique dans laquelle on ancre bien les pieds dans le sol et on va sentir les jambes qui s'étendent, le dos qui s'étend, vraiment pour venir chercher toute la longueur du corps verticale, quoi. Ce que je fais en général, c'est que si j'étais en classe avec mes élèves, je pourrais venir poser les mains sur le bassin, sur les épaules, etc. Et en fait, je leur propose de le faire eux-mêmes. Donc c'est une autre façon de guider l'élève et de l'accompagner dans la découverte des postures. Ok. Voilà. Et toi, Sylvain, du coup, je pense que tu n'as jamais donné de cours en vidéo. En fait, toi, c'est vraiment full présentiel. Je réfléchis, mais si j'en ai donné, j'en ai peut-être donné un.
Oui, enfin bref. Que ça fait très longtemps, mais au chalet, vraiment. donc, Oui. Peut-être. Oui, donc c'est vraiment en présentiel, oui. J'ai commencé ma pratique chez moi tout seul aussi. J'ai toujours bien aimé pratiquer seul. Et j'avais commencé avec des DVD plutôt, donc un peu comme des cours en ligne au final. Et puis, voilà, les choses se mettent en place pour chacun. On se laisse un peu guider. Et, bon, moi, j'ai eu la chance. Bon, une amie m'a dit j'ai une prof de yoga qui est à Lyon. Et puis, du coup, on a vraiment bien accroché. J'aimais beaucoup ses cours. C'était à peu près la même chose que ce que j'avais étudié en DVD. Et puis voilà, je suis resté 2-3 ans chez elle. Et puis, elle est repartie au Brésil. J'ai fait la formation la même formation qu'elle. Et puis voilà, ça s'est enchaîné. Oui, moi, via caméra, je suis pas. Ça m'a jamais inspiré. Donc, mais tant mieux. Du coup, on se complète vraiment. Ouais, tout à fait. On atteint vraiment des publics différents parce qu'effectivement, il y a des publics qui demandent chacun. Moi, j'aime bien vraiment l'énergie du groupe, le contact social, rire un peu, m'inquiéter entre guillemets des gens, voir comment ils vont. Dans leur corps, mais dans leur tête aussi. J'aime bien le fait de proposer du coup à beaucoup de personnes, c'est leur activité sociale de la semaine aussi. J'aime bien passer 10 minutes avant, un quart d'heure après, avec le groupe pour parler de tout et de rien. Le méta-yoga, tu vas aussi sur et on parle pas forcément du yoga, on peut parler de complètement autre chose, mais j'aime vraiment bien ça. C'est très gratifiant, le contact social et les personnes entre elles aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, je parle quand même beaucoup aussi, les élèves le disent souvent. Je ne touche presque pas les élèves, vraiment. Oui, j'allais te demander justement, quelles sont tes limites donc dans la formation, on n'apprend pas peut-être dans une flexion avant, on pourrait mettre les mains sur le bas du dos, mais à part ça, je préfère vraiment développer, comme Anne se disait, aider les personnes à comprendre qu'est-ce qui doit être bon pour la bonne posture, quelle est la bascule du bassin, la rétroversion ou une bascule bassin en arrière, ouvrir les clavicules, rapprocher les omoplates, bien passer de la nuque, avoir la bonne respiration, qu'ils comprennent par eux-mêmes. Et vraiment, si nécessaire, je vais juste réaligner du bout du doigt. Vraiment, je préfère vraiment ne pas forcer. Enfin, le courant chez Vananda n'est pas du tout là-dedans, de toute façon non plus. Donc c'est plus en parole. Ok. Ouais. Et tu te promènes physiquement parmi tes élèves ou tu es magistral devant eux? Non, moi je pratique jamais en fait pendant la séance. Okay. Toi, si Anne-Sophie, tu pratiques? Moi oui, puisqu'en fait tu es leur miroir d'une certaine façon. Oui, exactement. Et donc et puis je fais des séances qui sont aussi plus dynamiques. Donc je dois l'enchaînement des postures fait que souvent ils ont besoin de voir cet enchaînement. Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant dans les yogas plus doux, donc le yin et le restauratif par exemple, là je vais les installer dans la posture. Et ensuite, moi, je me rassieds pour encourager la détente. Juste, il n'y a plus rien à guider, donc je les laisse juste être portés par ma voix, des évocations et des choses un peu différentes. Donc, J'ai une question d'une certaine Amy de Mons qui demande s'il y a souvent des fous rires durant les cours. Ouais. Et, c'est dommage que... Pour le coup, j'essaie d'imaginer la situation. Oui, est-ce qu'il y a des paix? C'est ça qu'on veut. Alors, on va parler des deux, parce que du coup... on va parler des deux, parce que du coup, le fou rire ne vient pas forcément quand il y a un peu, parce que ça arrive. Ouais. Alors, d'abord les rires. Alors, ça arrive... Parfois, c'est... agréable, je pense notamment à des amis, si jamais ils nous écoutent, ils se reconnaîtront, dans des cours à Bruxelles, mais bon, il y a des personnes qui ont vraiment du mal dans certaines postures, et quand c'est un groupe d'amis qui vient, qui pratique ensemble, et quand à un moment donné on est dans la posture, on essaie de respirer, puis déjà si à un moment donné je dis on détend les mâchoires, alors les personnes à un moment donné, parfois ça arrive qu'elles éclatent de rire parce qu'elles disent mais quoi, c'est quoi le truc pour savoir se détendre, c'est facile à dire, alors moi aussi ça me fait rire parce que je sais très bien que mais c'est l'indication, essayer de se détendre, mais quand on est comme ça, quand on dit j'arrive, donc alors on essaie d'aller un peu moins loin dans la posture, mais voilà. Donc ça fait parfois rire, ou quand on voit son pote qui est à côté, qui est super souple, hyper lax, c'est déjà arrivé, et que nous on est là et on se dit je ressemble à rien, enfin, j'ai du mal à trouver ce que je dois faire. Il y a déjà eu des fous rires avec ça.
Parfois, la langue qui fourche ou les personnes qui dévient un peu ce que je dis aussi, ça c'est déjà arrivé aussi. Oui, voilà, j'aime bien l'ambiance bon enfant. Bon, après on revient vite au silence, mais je ne me prive pas de quelques blagues non plus, tant que c'est ponctuel pendant la séance. Oui, c'est ça. Donc, Pas du début à la fin. Ça. Mais il paraît qu'il existe un yoga du rire, par contre. Oui, oui. Moi je connais pas ça du tout. Mais moi non plus, j'espère que quelqu'un allait rebondir, c'est pas on en reste là pour ce sujet. Mais apparemment, c'est vraiment du ha-ha-ha comme ça, et les gens se bidonnent, en fait, un petit peu comme les cours d'acteurs. J'en ai jamais pratiqué. Moi non plus. Par contre, j'allais rebondir sur autre chose, juste avec la discussion d'avant, c'est que ce qui arrive aussi, alors c'est plus rare, mais en fait, à un moment donné, quand on est dans des postures, surtout dans les postures, dans les courants, on reste dans la posture. Ça arrive surtout avec les pieds, donc quand on étire les pieds, on travaille le demi-lotus, ce genre de choses. Quand on sort de la posture, il y a une énergie, des tensions. Désolé. Pas de souci. Quand les tensions s'évacuent juste après, quand on sort de la posture, ça arrive parfois que l'énergie qui se libère fasse un fou rire qui est assez incontrôlable. Et ça rayonne comme ça un peu chez tout le monde. C'est très énergétique, très vibratoire. Et alors... Voilà, c'est incontrôlable, c'est vraiment une tension du corps qui s'évacue, mais ça peut créer ça aussi. Ok. Ça arrive. Ça va arriver 2-3 fois sur mais au moins on sait qu'on a atteint débloqué quelque chose. Est-ce qu'à l'inverse du rire, vous en avez déjà eu qui ont fondu en larmes? Oui. C'est la même chose. Oui. Alors, moi ça m'arrive. Alors, dans différents types de yoga, donc je fais des yogas plus dynamiques et des yogas plus doux. Très souvent dans les yogas plus dynamiques, quand on fait des séances où on vient ouvrir la poitrine notamment, ça peut arriver qu'il y ait des pleurs ou en tout cas des réactions un peu plus délicates. Et alors dans certains types de méditation, là pour le coup que je privilégie dans les yogas plus doux dans lesquels on va rester dans une posture qui permet de venir ouvrir certaines parties du corps qui sont en rapport avec la méditation, c'est déjà arrivé. Et donc c'est toujours très émouvant d'être là pour accompagner les élèves dans parfois ce qui a l'air d'être une révélation, parfois une espèce de libération, en tout cas partielle. Et je trouve ça très émouvant aussi. Et donc on est là pour accueillir ça. C'est pas toujours évident quand on commence, je pense, de pouvoir se positionner par rapport à tout ça, mais ça peut arriver. Il n'y a rien à faire, c'est une pratique personnelle. Donc on va évoquer des choses, développer des choses qui sont profondément personnelles et donc qui peuvent effectivement ressortir, soit parfois par une libération de tension qui va s'exprimer par le rire, soit par le pleur. J'ai déjà vu des gens aussi qui se mettaient en colère. Ça n'est pas arrivé dans mes cours, mais dans des cours que moi j'ai suivis. Une colère qui monte comme ça, qui vient d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi. Des personnes qui doivent sortir d'une salle, ça peut être... C'est assez rare, mais... Donc les personnes... du coup, ça arrive que la personne sort de la salle si c'est vraiment une émotion dure qui pointe le bout de son nez, mais après on est là pour... Enfin, la pratique est là pour ça. Donc, et sinon, plutôt comme tu disais... plutôt des pleurs, mais des pleurs de bonheur, entre guillemets, quand il y a une révélation, dans une méditation plutôt mystique, sentir une connexion, sentir, rien de religieux, mais une connexion avec l'univers, avec soi, quelque chose, une porte qui s'ouvre, et donc même une relaxation profonde, ça arrive encore assez souvent quand même que... les élèves disent ils ont eu la larme aux yeux ou ils ont vraiment pleuré parce qu'ils se sentaient vraiment bien, un état qu'ils n'avaient jamais atteint avant. Ok, c'est quoi ton souvenir le plus touchant justement d'une séance de yoga, Sylvain, la plus émotive J'en ai pas une qui me vient comme ça, mais je vais prendre J'ai une méditation, la plupart des exemples sont toujours avec une méditation que j'ai appris dans une formation. Donc là, je vous disais la dernière fois, la première fois que j'ai médité, j'ai vraiment une connexion qui s'était créée comme ça. Il a fallu quand même plusieurs années avant que je trouve quelqu'un qui avait vécu la même chose. Dans la formation de prof, on n'en parlait pas, et j'avais posé la question, mais rien. Et puis, les années passant, il y a quand même des subtilités, des connexions qui sont développées chez plus de personnes. Et donc, finalement, j'ai même fait une formation où finalement on apprenait cette méditation qui connectait vraiment bien. On imagine de la lumière qui descend du dessus de la tête et qui vient remplir à l'intérieur. Et souvent, les gens disent
pleurent beaucoup pendant la méditation. Et puis, ils sont vraiment... Ils trouvent que c'est vraiment... C'est plutôt après, quand ils font leur tour, où ils disent que c'est quand même... C'est un moment céleste, un moment vraiment de grâce, quoi. Et ces méditations, que je ne fais pas souvent parce que elles sont sur mon site internet, en audio, mais je travaille autre chose pendant les séances, en fait. Donc, mais les élèves la redemandent quand même régulièrement pour ceux qui sont les plus connectés. Et c'est vrai, ils sont toujours très très émus après. C'est ça le plus touchant, moi, je trouve, cette méditation. Et du coup, tu as parlé de une méditation, enfin, parce que moi, forcément, novice, je voyais la méditation, mais donc il y aurait plusieurs méditations. Oui. Là, ce serait intéressant qu'on creuse un peu le sujet. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que tu écris, que tu dictes ? C'est comme une poésie, ça ? Oui, tu dis la poésie, finalement, moi je dirais ça, oui. Donc méditer, c'est avoir un centre, c'est revenir continuellement sur un centre d'attention. Okay. On va dire ça. Donc déjà là, il ne faut pas se tromper. On n'est pas là pour, il ne faut pas culpabiliser quand on médite, sinon c'est foutu. Il ne faut pas être dans le jugement envers soi. C'est tout à fait normal que le mental reparte, quitte le sujet de la méditation et on pense à autre chose. Simplement, quand on se rend compte qu'on est en train de penser à autre chose que le sujet de la méditation, bien, on revient et c'est la première étape de la méditation, la plus compliquée même, de ne pas se juger, de ne pas s'énerver, et on revient. Et au fur et à mesure de la pratique, on va savoir rester de plus en plus longtemps sur l'objet de la méditation, et le mental partira de moins souvent et de moins en moins longtemps. On se rendra compte de plus en plus vite qu'on est parti. Alors après, l'objet de la méditation, et c'est là que les techniques de méditation, qu'il y a un panel infini de méditation. On peut méditer sur sa respiration, sur la respiration, mais ça aussi c'est infini aussi, puisque on peut allonger le souffle, ralentir, compter, faire des inspires de autant de secondes et des expires de autant de secondes, faire des rétentions, on peut se concentrer sur le nez qui circule dans les narines, on peut se concentrer sur le sourire, on peut vraiment sentir la zone ici qui permet vraiment de capter le mental. La zone juste en dessous du nez, c'est vraiment très très traditionnel. Là, on tombe vraiment dans le vide mental. Donc ça, c'est vraiment méditation. Traditionnellement, je dirais quand même, si je me trompe pas, Anso, que traditionnellement, on dira que c'est celle-là quand même, parce que du coup, en étant dans le vide mental, les pensées passent et elles ne s'accrochent pas, en fait. Et là, le mental se déconstruit pendant qu'on est dans le vide mental. Et donc, c'est se concentrer sur cette zone ici. Le petit triangle juste sur le dessus de la lèvre, en fait. Au niveau de la lèvre supérieure, juste en dessous du nez, on a un petit triangle. Et là, le doigt de l'ange. Et alors, les yeux partent comme ça. Et rester concentré là-dessus, ça crée un bon vide mental et un bon vide imaginaire aussi. On n'arrive pas, si on ferme les yeux et qu'on est concentré sur cette zone, on ne voit rien. Si on est ailleurs, on va avoir des images qui viennent comme si on rêvait ou ce genre de choses. Si on est concentré sur cette zone, on est dans le noir total, dans l'imagination aussi. Et donc le mental aussi. Et donc on arrive vraiment à du zéro pensée. Comme moi, c'est impensable. Personne n'y arrive jamais. Mais par contre, on allonge les temps progressivement. Les temps de vide mentaux vont s'allonger. Quand je dis vont s'allonger, ils vont peut-être arriver jusqu'à 5 secondes si on pratique jusqu'à la fin de sa vie. Et après, il va y avoir une petite coupure, on sera ailleurs, puis on reviendra. Mais je ne sais même pas si quelqu'un atteint 3 secondes. J'en sais rien. Les bouddhistes appellent ça l'échec heureux. Le fait de se rendre compte que systématiquement, en fait, les pensées reviennent et viennent se réactiver, le mental se réactive, il est en train de dire de nouveau, t'as pas pensé à ça, qu'est-ce que tu vas faire demain ? Mais t'es en train de mal respirer, qu'est-ce que tu fous ? Ah, t'as mal au dos, regarde, fais attention à ça. Donc c'est non-stop. Et en fait, c'est cet échec heureux de se rendre compte que, bah oui, en fait, c'est un échec, mais on s'en fout complètement. L'important, c'est de s'en rendre compte, d'être dans cette position de l'observateur qui se dit, ah bah tiens, en fait, il y a une pensée qui vient de débarquer, ok, je la laisse passer. C'est une je ne m'en occupe constante, pas. C'est ça. Elle existe, mais en dehors de moi. Et je reviens sur cette zone. Et on pourrait plutôt considérer que, du coup, l'objectif, c'est que sur 20 minutes de méditation, c'est de passer autant de temps que possible, concentrer, c'est ça l'objet de la méditation, se concentrer sur cette zone sans penser. C'est plutôt ça. Et progressivement, du coup, sur 20 minutes, on va passer au début 30 secondes et le reste du temps à penser à autre chose. Et puis avec la pratique, on aura peut-être 5-10 minutes de ne pas être dans les pensées. Et pour terminer sur ta question, du coup, il y a donc des méditations avec des
visualisation, des méditations guidées. Moi, c'est ce que je préfère avec les élèves. Il y en a beaucoup sur YouTube d'ailleurs, des méditations. Et ça marche très très bien pour le public européen aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment bien. On peut vraiment explorer son être intérieur, explorer ce qui nous entoure, se connecter aux éléments. Et donc, par exemple, la méditation du coup, qui vous renvoie toujours les retours les plus touchants, je dirais. Du coup, je guide les élèves. On doit avoir une respiration qui ouvre bien les côtes flottantes pour ouvrir le plexus solaire, pour bien étirer le diaphragme. Et puis on imagine de la lumière et je les guide. Du coup, leur objet de la méditation là, c'est moi. Enfin, c'est ce que je leur raconte. Quoi, c'est ma voix. Donc on va sur www.éveillez-vous.be et on peut la voir alors cette méditation. Oui, les relaxations et les méditations sont en audio, comme ça on peut prendre ça en rentrant du boulot, avant ça prend un quart d'heure, 20 minutes et puis on peut se ressourcer un peu quand on veut. C'est chouette, c'est bon. Donc il y en a 5 différentes, je pense qu'il y a 5 méditations et 5 relaxations. Excellent. Antoine, tu fais de la méditation guidée aussi? Oui, j'en fais aussi. Alors souvent c'est concentré sur plutôt l'objet de la respiration, parce que c'est ce qui fonctionne pour moi. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout visuel et pas créatif pour un bal, donc moi quand il y a des évocations, des machins dans ce genre là, j'ai un mal fou. Je suis très centrée sur les sensations, donc j'ai tendance à orienter vraiment mes méditations sur la concentration sur la respiration. J'ai un type de méditation que j'aime beaucoup, que je fais de temps en temps avec mes élèves, pas assez souvent à mon avis. C'est ce qu'on appelle la méditation méta, où en fait on essaye de se mettre dans un état d'ouverture et de connexion par rapport à soi-même, aux personnes qu'on aime, aux personnes qu'on n'aime pas et au reste en fait des êtres vivants. Alors ça paraît très abstrait quand je le présente comme ça, mais en fait ce que ça fait comme effet en général, c'est qu'on a un sentiment de connexion très fort à la fin de cette méditation, et donc ça a fait beaucoup de bien, notamment pendant la crise là, qu'on a vécue, où on était tous très isolés, avec cette impression qu'on était vachement seuls, chacun dans notre petit coin, et se rendre compte qu'en fait, ça crée une espèce de sentiment de bienveillance et de solidarité par rapport aux autres, et surtout par rapport à soi-même, parce qu'on a tendance à être gentil avec les autres beaucoup plus qu'avec soi-même. Et donc ça, c'est des méditations qui peuvent créer beaucoup d'émotions chez les gens, qui se rendent compte qu'en fait, ils ne prennent pas soin d'eux, au fond, en fait, qu'il n'y a pas d'amour pour soi, il n'y a pas... voilà. Donc c'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant, qui est là beaucoup plus personnel que les méditations sur la respiration. Mais Parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'hygiène corporelle, bien manger, régime, tout ça, la clope, ce genre de trucs. Mais c'est vrai que l'hygiène mentale, rien à voir avec les youtubeurs, mais c'est quand même le fondement même du yoga, j'ai l'impression, d'après ce que je découvre ici en discutant avec vous deux. Le fondement... Le yoga, c'est d'abord l'esprit ou le corps? Tiens, l'œuf ou la poule? Alors, les deux. Moi, je dirais que ça dépend. Du coup, je reviens un peu. T'avais une réponse Ça parle dans le micro, Sylvain. Pardon, excusez-moi. Je m'installe. Deuxième émission. La prise à l'aise. Ce que j'allais dire. Oui, donc. Du coup, par exemple, moi, je pratique le courant Shivananda, comme je disais, et j'en profite pour corriger un peu. La semaine passée, on disait, donc, c'est pas du Hatha Yoga traditionnel, mais c'est Shivananda, en fait, a repris dans les années 60. Donc, c'est basé sur les postures de Hatha Yoga. Et il a été recherché tout ce qu'on avait enlevé quand on a écouté tout à l'heure encore Anso, tout ce qui avait été enlevé avant. Donc, les pratiques par rapport à épurer son âme. Il a été récupéré ça, il a remis ça avec les postures des Hatha Yoga en fait. Donc c'est un mélange des deux, et c'est là que j'en viens que, en tout cas du côté de Shivananda, le plus important, on reste quand même sur le spirituel, parce que c'est toute une idéologie complètement différente. Le spirituel, c'est les vibrations. Les vibrations, c'est elles qui relient nos cellules. On fait le lien aujourd'hui avec la physique quantique. Et donc, si le spirituel ne fonctionne pas, le corps physique ne peut pas fonctionner. Ce qui n'est pas l'inverse. On peut se couper une jambe et le spirituel peut très bien fonctionner. Donc, je pense que dans le yoga, de manière générale, on met toujours quand même l'esprit avant le corps, parce que c'est ce qui reste. L'âme, le corps peut changer, c'est la permanence, oui, c'est ça. Le corps peut changer, on peut vieillir, on peut, comme je disais, perdre une partie de son corps. L'âme en elle-même, elle reste la même.
Oui. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est ça, les pratiques du yoga, cette idée de libération là, sur laquelle j'insiste. En fait, c'est ça, c'est retrouver son essence, ce truc qui est permanent dans toute l'impermanence, du corps, du mental, du monde, d'absolument tout. Et donc pour moi, le physique en yoga, c'est une des portes d'entrée vers la réflexion sur soi. Très souvent, c'est difficile d'accéder à ses pensées, de réfléchir sur soi-même, sur ses sentiments, ce genre de trucs. Et je trouve que le physique et la respiration sont deux des portes d'entrée qui permettent de commencer à explorer ça. Et je pense que plus on pratique le yoga, plus on se détache de l'importance de la pratique physique, donc des postures qu'on appelle les asanas, pour se concentrer sur des pratiques plus méditatives, des exercices de respiration, des choses moins dynamiques, on va dire. Oui, après, donc ça, par rapport à ça... je suis vraiment de ton avis. Après, mais je me dis que c'est certainement pour ça que j'aime bien le courant Shivananda où on reste longtemps dans les postures parce que du coup la posture devient une méditation. Bien sûr, ouais. Et alors, par contre, donc travailler via le corps physique permet d'aller chercher les tensions accumulées dans le corps et les tensions du corps sont toujours liées à une émotion ou à un stress mental ou émotionnel. Oui, c'est vrai. Et donc, je me tape une sciatique, par exemple. Oui, voilà. Donc, d'où cette idée de porte d'entrée, quoi. Pour tout ce qui est ancrage, stabilité, confiance en soi, tout ce qui concerne la peur, on va travailler tout ce qui est autour du bassin. Pour tout ce qui est relationnel, on va travailler tout ce qui est autour du corps. Et c'est vrai que c'est des choses, sans travailler sur le corps physique, il y a beaucoup de choses qu'on ne saurait pas aller chercher par le mental, par la réflexion. Et quand on fait une posture, quand on reste bien longtemps et qu'on respire correctement, quand on en sort, on a souvent une révélation. Après, on a une révélation sur soi, en fait. Hop, il y a comme si on avait ouvert une porte, comme si on avait donné une clé à notre corps. Il y a l'énergie qui circule via la posture pour comprendre. Voilà. Donc le corps devient un catalyseur de l'esprit d'une certaine façon. C'est ça. Oui. Et donc, devient le lit du ruisseau dans lequel traverse le flot de l'esprit. Et le reste. Et alors, on cherchait beaucoup comme ça. Et on fait souvent du coup la relation donc. Comme la respiration, on dit souvent qu'il y a une respiration pour une émotion, hein. Et donc du coup on fait souvent les liens. On dit bon, quand j'ai une émotion stressante, une émotion de tel type, ma respiration se modifie. Donc est-ce que par hasard, si je modifie ma respiration, est-ce que ça ne va pas changer mes émotions? Et donc on travaille comme ça avec plein de petits liens qu'on peut analyser, qui sont assez visible facilement, et on se dit bah tiens, et l'inverse finalement. Et c'est comme ça qu'on en arrive à travailler sur le corps pour libérer l'esprit. Intéressant. Cool. J'ai justement une citation de Yogi Bhajan, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé pour lui. Ça, s'il est encore vivant. Bhajan? Oui, je crois. Yogi Bhajan. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et là, on est parti. Ouais. Finalement, ce sera 22h30. Vous êtes toujours dans Qu'est-ce être humain sur UFM jusqu'à 21h30, mais ça on verra, ça dépendra des citations qu'on va sortir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager sur Twitter. Vous pouvez envoyer aussi le lien Twitter à vos amis ou vos ennemis aussi. On prend. Ce sera plus ça. Ah oui, j'ai dit Twitter. Oui, bien. Mais oui, mais en même temps, c'est presque le même nom. www.twitch.tv/UFM. Et si vous nous écoutez sur le site de UFM, eh bien n'hésitez pas à passer sur la page Twitch. Moi, vous pourrez nous voir et nous dire qu'on est beau. Voilà, exactement. Laissez vos impressions, vos questions, vos interrogations, bien évidemment. Et n'hésitez pas à nous partager sur Facebook également. Exactement, ouais. Ça sera encore plus beau. Ouais, sur plus Facebook ou sur Twitter, là on peut. Voilà, et sur Instagram aussi. Et sur Instagram, surtout Instagram. Du coup, on a parlé des années 60 avec Sylvain. Ben, du coup, Anso, et si on parlait des années 60 avec toi, alors Alors, si on parle des années 60, ben, en fait, dans les années 60, c'est on trouve ce fameux mouvement de libération totale. Ça va être... les années 60-70 sont bien connues pour le yoga notamment. C'est vraiment les années qui ont commencé à populariser différentes pratiques du yoga, notamment avec des pop stars qui pratiquaient elles-mêmes. Hein. Les Beatles avaient leur propre... suivaient leur gourou, évidemment, un peu partout. Ils ont fait des chansons dans lesquelles ils chantent en sanskrit. Ils ont fait un pèlerinage, d'ailleurs, à un moment. Surtout John Lennon et George Harrison. Ouais. Fanny, si tu nous écoutes. Par pitié de des infos. Et donc, en fait, les pratiques du yoga ont commencé à être popularisées à ce moment-là. C'est-à-dire que les gens étaient
été intéressés par la méditation, par les pratiques tantriques justement qui étaient centrées sur l'écoute du corps, sur le fonctionnement du corps, sur vraiment l'ancrage dans la réalité, tout en se détachant de la réalité par la méditation. Et donc c'est vraiment une période où les enseignements des maîtres du yoga des années 30 à 50 qui avaient émigré particulièrement aux États-Unis, ont commencé à se populariser. Donc merci la Californie, qui a toujours été un berceau pour ce genre de trucs, et qui a permis la popularisation de ces idées, qui ont continué à se développer dans les années 70, etc., jusqu'à ce que le yoga devienne plus ou moins pop, à peu près dans les années 80 plutôt. Okay. Alors dans les années 80, le yoga a trouvé son public puisque c'est la période du fitness. J'ai dit le synthétiseur, mais le synthétiseur, tout à fait, qui a permis de remplacer les instruments traditionnels de manière assez sublime. Et donc où là, on a commencé à de nouveau vraiment s'ancrer sur la pratique physique du yoga, dans un style plus fitness, notamment avec le développement de certains styles de yoga, le hot yoga, le Vini yoga, des choses dans ce genre-là, qui sont plus dynamiques, qui sont vraiment limite acrobatiques. Et donc, au fur et à mesure, dans les années 80-90, ça a continué à devenir de plus en plus populaire et des stars ont commencé à s'exprimer sur le sujet. Notamment Madonna, qui a pratiqué beaucoup l'ashtanga, qui est un style de yoga très particulier. C'est-à-dire, en 2-3 mots, l'ashtanga l'ashtanga, en fait, ça vient d'un yoga traditionnel, mais qui était assez physique, qui était enseigné, en fait, par Krishnamacharya aux enfants d'un raja, donc d'un prince d'un des États d'Inde. Et en fait, il a eu plusieurs élèves qui avaient entre 8 et 18 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un yoga qui est très dynamique parce qu'en fait il fallait pas qu'ils s'emmerdent ces gamins-là, il fallait qu'ils soient bien physiques pour que ce soit des princes guerriers tout à fait adaptés à leur rang. Et donc Krishnamacharya a développé une méthode pour ces personnes-là, en sachant que de l'autre côté il enseignait aussi à des personnes âgées. Et donc il y a deux styles de yoga complètement différents qui ont été issus de cette lignée-là. Et l'ashtanga, c'est ce qui a été codifié par un professeur qu'on appelait Patabi Joyce, qui est maintenant décédé. Donc c'est en fait un yoga très physique, mais qu'on considère comme une méditation en mouvement, dans lequel on va répéter chaque fois les mêmes séries de postures. Toujours, avec des versions différentes en fonction des époques de la vie. Et donc il y a 6 séries différentes. La plupart des gens n'arrivent jamais au bout de la première. Ok. Voilà, pour le dire très simplement. J'en ai jamais pratiqué, donc c'est du coup ça mais je te donnerai un cours, c'est vraiment très bien. Ouais, avec plaisir. J'aime beaucoup. Donc moi j'aime beaucoup parce que justement cette répétition permet d'ancrer le corps dans une espèce d'habitude physique qui fait qu'on rentre plus facilement en méditation dans le mouvement et surtout qu'on doit apprendre très vite à connaître ses limites parce que c'est le genre de yoga où on peut se blesser, où on va mettre les jambes, les bras et le dos dans tous les sens et de l'importance d'avoir un ou des professeurs et surtout de connaître ses limites. Et ça tu l'enseignes du coup? Ouais. Donc on va sur Kumbhaka Yoga sur Facebook et là on peut avoir des cours de Ashtanga. Vous pouvez vous inscrire, je donne un cours par semaine d'Ashtanga, il y en aura peut-être plus après, mais qui est évidemment accessible aux débutants, hein. Je vous fais peur là en expliquant le truc. J'avoue quand même. Mais effectivement, c'est un yoga très traditionnel, donc on a un chant d'ouverture, un chant de fermeture, tous les noms des postures sont donnés en sanskrit, etc. Donc il y a une dimension très particulière, mais évidemment j'adapte à tous les niveaux. C'est ça la beauté pour moi de l'Ashtanga, c'est qu'avec cette série qui est précise, qui est toujours la même, on peut très facilement s'approprier la pratique et donc pratiquer soi-même chez soi quand on en a envie, mais on peut surtout adapter toutes les postures à pratiquement tous les corps, je pense. Ok. Voilà. Et donc, Madonna pratiquait notamment l'Ashtanga, Willem Dafoe aussi, je pense, Gwyneth Paltrow, il y a quelques stars comme ça qui ont popularisé le truc à fond. Et donc, le yoga continue à se développer particulièrement dans les années 90. Et puis, les années 2000, c'est la naissance des yoga pants. C'est vraiment l'ouverture des tout grands studios, alors qu'avant, ça restait des chalas qui étaient assez petits, avec une communauté vraiment, vraiment bien construite. Il y a eu l'arrivée d'Internet aussi. Exactement. Depuis les années 90. C'est ça. 90 avec les cassettes, les DVD, etc. Ça a déjà pas mal développé le truc. Et puis, c'est la Vogue Fitness qui a consacré la pratique physique du yoga. Et puis maintenant, on est à un stade où le yoga rentre dans les écoles, sur les lieux de travail, etc., etc. Ce que je trouve plutôt positif en fonction de la manière dont on l'aborde. Mais donc il faut savoir que ce revival du yoga à partir des années 20, c'est une volonté nationaliste au départ, qui s'est développée, qui est arrivée ailleurs et puis qui va être réimplantée au fur et à mesure un peu partout dans le monde. Donc, je trouve toujours c'est très, très intéressant de voir à quel point cette pratique vraiment très spirituelle au départ, qui était ancrée dans un territoire
indien assez spécifique, a fini par se développer, à prendre plein de formes différentes qui sont adaptées aux différentes sociétés dans lesquelles elle s'est intégrée, mais qu'au final, l'essence est toujours là. Et je pense que quel que soit le style de yoga qu'on pratique et qu'on enseigne, on revient toujours à cette essence qui est de se trouver soi, de partir à l'exploration du corps, du souffle, du mental, de différentes manières, mais chaque fois pour revenir à soi, pour être plus ouvert sur les autres au final. Et j'avais une... je sais pas si... Je t'ai pas coupé là ? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils sont polis à nos invités ? Oui, ça. Ouais, en plus, avec le masque, c'est pas toujours évident de savoir si... Ouais, il faut cligner des yeux, tout ça. Ouais. Forcément. Non, et super. Et je pensais à une information que j'avais reçue, je pense, pendant ma formation chez Shivananda, où ils expliquaient aussi que, du coup, dans les années... donc après les années 60... ils ont bien vu que l'Inde allait évoluer aussi, tous les pays de l'Orient. Et donc, il y avait quand même un gros risque qu'ils perdent leur côté spirituel et qu'ils partent comme nous, on l'était dans une ère très matérialiste. Ouais. Par contre, en sachant très bien que les sociétés évoluent, sur le côté matérialiste spirituel, on fait ça aussi. Et donc, c'était prévu aussi de leur côté de se dire, on a des connaissances ici en Orient, si on n'envoie pas ça en Europe et en Amérique, parce qu'eux vont en avoir besoin dans 20 ans, nous ici, il n'y a plus personne qui va s'y intéresser. Donc ça a été une action volontaire aussi de leur part, de switcher, de transmettre, parce qu'ils se sont dit, le côté matérialiste européen et américain, ça ne va pas durer éternellement. Les gens, au bout d'un moment, vont se dire, j'ai besoin d'autre chose, ils vont chercher. Et donc, c'était volontaire de faire ce transfert sur le globe, transfert de connaissances sur le globe. Donc les gourous envoyaient en fait leurs élèves pour justement évangéliser. Pas tellement pour évangéliser, mais en tout cas c'était pour pouvoir transmettre l'information ailleurs, parce qu'ils disaient que ils allaient plutôt partir dans du matérialiste à outrance pendant un bon bout de temps. Ok. Voilà. Et c'est marrant, du coup on est vraiment passé du tout au tout, parce que si je me souviens bien du début de l'histoire du yoga, on était dans la secte hermétique, cultisée, cachée, si possible, avec des écrits presque poétiques, presque codés, à maintenant complètement l'inverse, en fait, tout simplement pour sa propre survie, au fait. C'est beau. Effectivement. C'est intéressant. Tout à fait, ça a été vraiment c'est le bon résumé de l'évolution. Merci. Moi, j'ai une question pour vous deux, en dehors de l'aspect historique et autres. Est-ce que vous sauriez imaginer votre vie sans le yoga ? Bonne question. Moi, je peux l'imaginer, elle est super merdique. Oui, vraiment. Moi, je suis venue au yoga, en fait, d'abord par la méditation, avec une volonté, justement, de pouvoir connecter le mental et le corps, qui n'était pas forcément très en accord. Et je ne saurais plus faire sans. C'est pas pour rien que j'ai, dès le début, en fait, pratiqué vraiment tous les jours, sans vraiment m'en rendre compte. C'est juste que je sentais que j'en avais besoin et que ça faisait changer des choses au niveau mental, au niveau physique, qui étaient nécessaires pour moi à ce moment-là. Et donc, je peux tout à fait imaginer ma vie. C'est juste que je serais beaucoup plus détachée de moi, de ce qui se passe. Je suis pas sûre que j'aurais très bien vécu la crise, qui a déjà été pas forcément évidente. Et puis plein d'autres choses dans la vie. Des changements de la vie, c'est vraiment des pratiques auxquelles je sais que je peux me raccrocher pour être sûre que je suis toujours bien alignée sur moi-même, sur ce que j'ai envie de faire, pas sur les attentes des autres. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ce qui se passe juste sur le tapis. Je dis souvent que le tapis, c'est l'endroit en fait, où on expérimente certaines choses qu'on peut mettre en application après à l'extérieur. Et dans mon cas, c'est vraiment ça. Donc je peux l'imaginer, mais c'est pourri. T'as commencé à quel âge, Anso ? Moi, j'ai commencé, je vais dire, à mon avis, j'avais 28, 29 ans. Donc relativement tard. Donc assez tard, ouais. On pourrait s'imaginer, j'ai commencé à 6 ans, Non, ça pas du tout, quoi. Donc c'est vraiment pas du tout. Je pense que c'était vraiment un moment où j'étais aussi dans une espèce de quête spirituelle ou de développement personnel, qui fait que ça a été d'abord la méditation, parce que ça me semblait le truc le plus indiqué, et puis que j'ai découvert les pratiques physiques à côté, qu'on pouvait relier, et surtout les exercices de respiration. Le nom de mon studio, c'est ça en fait. Un kumbhaka, c'est une rétention entre l'inspire et l'expire, ou entre l'expire et l'inspire. Ok, d'accord. Parce que pour moi, c'est le travail du souffle qui est vraiment essentiel. Ouais. Ok. Intéressant. Ouais. Toi, Sylvain, t'as commencé à quel âge ? Je dirais 24 ans. Ok. Quelque chose comme ça.
Après, pour répondre à ta question, moi je dirais que non. Je ne peux pas imaginer ma vie sans. Déjà de base parce que donc du coup j'ai commencé à 24 ans parce que j'avais fait un gros burn-out mes premières années où je travaillais à Bruxelles. C'est marrant, vous avez le même parcours. Ça a été ouais. radical, mais radical. Souvent, ouais. Vraiment, je n'étais pas du tout en accord avec la vie que je commençais à vivre dans le monde du travail. Et donc, 24 ans, au bout du rouleau, hospitalisé pour le burn-out, et puis une maladie chronique qui s'est vraiment développée. Et finalement, déjà, si j'avais pas eu le yoga, je serais mort, je pense. Enfin, je serais jamais sorti, j'aurais jamais trouvé le chemin de la guérison. J'aurais jamais retrouvé de l'énergie. Enfin, ça a vraiment été mon ressourcement. Donc, du coup, c'est pas du tout envisageable d'imaginer ça sans. Et puis, surtout avec le côté que ça m'a toujours, et chaque jour depuis, mais chaque fois que je pratique, ça m'apporte une compréhension sur ce que je vis. Qu'on ne m'a pas appris à l'école, on ne nous apprend pas à l'école tel ressenti, sentir telle émotion, sentir tel truc, sentir tel rayonnement, je crois à telle personne, je ressens ça, et donc c'est vraiment la pratique du yoga qui m'aide à comprendre, et donc du coup maintenant je le supporte très bien, mais avant c'était insupportable par contre. Donc du coup, je pense que j'aurais vraiment pas survécu longtemps. C'était la limite 24 ans, si j'avais pu commencer plus tôt ça aurait déjà été bien. Et voilà, et puis c'est passionnant aussi, c'est un sujet qui va vouloir. La preuve, on a fait 2 émissions là-dessus. À chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau à approfondir, à comprendre. Et donc voilà, c'est ce qui me nourrit. Donc, moi je dirais que non. Ouais. Ok, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire de Twitch, depuis quand vous pratiquez le yoga, si vous pratiquez le yoga, si vous comptez pratiquer le yoga grâce justement est-ce que nos 2 experts vous donnent l'envie de pratiquer? Est-ce que vous seriez plus à l'aise sur le format internet ou alors sur le format présentiel? N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire, ça nous intéresse vraiment et on décortiquera forcément tout ça très très vite. Je propose qu'on joue. 9h15, c'est l'heure du jeu. Voilà. Par contre, je vais devoir la couper pour des raisons de droit d'auteur. C'est surprenant. Par contre, je vais nous mettre plutôt une petite musique mystérieuse pour aller avec. En fait, on ne dira pas du tout. C'est un jeu mystérieux. C'est un jeu très mystérieux. C'est un jeu très très mystérieux. Regardez ça comme c'est mystérieux. Alors, le principe du jeu est très simple, très bête, forcément c'est un jeu à moi. C'est yoga, pas yoga. Donc je vous donne le nom d'une posture asana et vous me dites si c'est yoga ou si c'est pas yoga. Évidemment, il n'y a pas de points, il n'y a pas de gagnant, je veux dire, tout le monde participe. N'hésitez pas aussi à être plus rapide sur Twitch pour donner la réponse si vous êtes chaud. Et puis, on est parti, donc j'ai donné un exemple, par exemple, la position du lion. Est-ce que c'est yoga, pas yoga ? Yoga, pas yoga? Moi, je dirais oui, parce que le lion, c'est un exercice, de respiration. Tout à fait. Et où on détend les mâchoires pour évacuer la colère. Oui, exactement. Il faut tirer la langue. Moi, c'est ça qui m'avait marqué quand j'ai vu ça. Lever les yeux vers le ciel en regardant vers le milieu du front. C'est le lion qui baille. Ça fait bien fou. Oui, c'est à peu près ça. Ouais, qui baille ou qui rugit, un des deux. Entre les deux, parce qu'en fait, on force le souffle aussi à s'évacuer. C'est vraiment. Voilà. Très bon pour l'estomac et les mâchoires. La position du guerrier. Yoga, pas yoga. Si vous avez une bonne mémoire. Yoga, effectivement. On l'a fait il y a 2 semaines d'ailleurs en live. C'était le guerrier 2. Donc, parce qu'il y a le guerrier 1. Le guerrier 1, c'est. On est face. Moi, je ne pratique pas le guerrier 1, mais Anso. Dans mes styles de yoga, ça existe. Donc, le guerrier 1, on a une jambe à l'avant, avec les orteils qui pointent vers l'avant. La jambe est pliée, l'autre jambe est tendue derrière, avec le pied à plat au sol si possible. Et puis on peut effectivement avoir le torse dressé et les bras dressés vers le ciel. Ça, c'est guerrier 1. Ok. Voilà. Alors, la chaise. Yoga, pas yoga? Oui. Ouais. Ok, c'est yoga, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Le tabouret.
Pas à ma connaissance, mais pour s'asseoir. Moi, j'utilise des tabourets pour s'asseoir en demi-lotus, du coup. Donc, je dirais que c'est yoga quand même. Que tu appelles la posture du tabouret. Donc, c'est pas une posture, par contre. C'est pas une posture, effectivement. Par contre, j'ai trouvé des tabourets de yoga, effectivement. Notamment le Fit Up qui coûte 130 balles. J'ai vu ça sur Internet, donc il vous permet de vous aider à faire des postures. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, pour soutenir les épaules. Il y a deux pour faire la posture sur la tête. Sur le côté, et en fait, tu viens poser tes épaules sur le truc et la tête en dedans. Ouais, c'est ça. Rodney a dit l'équipement le plus important dont vous avez besoin au yoga est votre corps et votre esprit. Est-ce qu'il faut du matériel pour pratiquer vos cours ? Alors, moi je considère que non, mais si on veut pratiquer de manière confortable, je conseille d'avoir un tapis, simplement parce que ça permet d'avoir une posture plus stable au niveau des pieds et au niveau des mains quand on avance dans les postures, et que justement ça donne un confort juste mental aussi, de se dire ok, je suis pas en train de glisser sur mon tapis, je vais pas me faire mal spécifiquement en tombant, donc je trouve que c'est plus agréable. Et après, en fonction de ce qu'on pratique, il faut pour moi juste des vêtements confortables, et on a tout à disposition chez soi quand on fait des types de yoga par exemple restauratifs ou yin, dans lesquels on a besoin souvent d'accessoires pour venir soutenir le corps et l'aider à se détendre. J'ai vu des petits blocs, des sangles. Voilà, il y a des blocs, des sangles, mais vous en avez pas besoin. Vous avez bien chez vous une vieille ceinture de peignoir et des coussins qui vont très bien vous servir de bloc au final. Voilà, mais c'est parce que je pratique des styles de yoga dans lesquels les accessoires ne sont pas clés. Ok, ouais. Ça, oui, et Shivananda, les accessoires sont pas clés du tout non plus, donc puisque c'est inspiré du Hatha Yoga où c'est pas le cas. Pareil, oui, donc le tapis pour la posture stable et pour couper le froid avec le sol parfois. Moi, quand même, pour s'asseoir en tailleur, je propose quand même à mes élèves d'avoir un coussin ou un tabouret pour s'asseoir plus haut, pour éviter d'avoir les genoux plus haut que le bassin, pour ne pas crisper les hanches. Parfois, il y a des personnes, surtout les hommes qui sont très grands, s'ils essaient de sauter en tailleur, ils sont quand même à 1 demi-mètre du sol presque, ils ne savent pas s'asseoir plus bas. Donc là, c'est quand même utile d'avoir presque un petit tabouret de pêcheur comme ça. Et les seniors, ils prennent limite ça. Et alors une sangle. Moi, c'est juste pour ceux qui, dans une flexion avant, ne touchent pas leurs pieds. J'aime bien travailler avec la sangle pour dire de savoir avancer un peu tranquillement. Ok. Voilà. Nickel. Mais sinon, effectivement, la ceinture de peignoir convient très bien aussi. J'appelle ça une sangle, mais ça peut être n'importe quoi qui permette d'attraper ses pieds dans une flexion avant. Du coup, je pense que le yoga gagne au niveau des sports les moins chers à pratiquer après la course à pied qui demande juste une paire de baskets. Au final, je pense que c'est pas mal. Clairement. Alors, il y a évidemment toute une industrie qui s'est développée autour de ça. Logique. Donc, ne vous laissez pas pigeonner par le matériel hyper cher. Moi, l'investissement que j'ai fait et que je conseille à mes élèves de faire, c'est le tapis. Le tapis, simplement parce que il y a des marques qui proposent des très bons tapis qui sont garantis à vie, qui sont créés avec des matériaux respectueux de l'environnement, dans des conditions de travail correctes aussi pour les personnes. C'est vraiment l'investissement que je conseille de faire. Pour le reste, on n'a pas besoin de s'acheter des vêtements de yoga à 150 € le pantalon juste pour avoir le cul correctement moulé, quoi. Voilà. Oui, alors juste une précision sur les vêtements. Donc la plupart des vêtements de yoga qui sont vendus sont des trucs moulants en lycra, stretch, machin. Ouais, tout à fait, Vous n'avez aucune obligation de porter ça. Alors moi, j'en mets simplement parce que c'est important qu'on voit mon corps dans les postures et qu'on comprenne parfois qu'on voit juste la hanche qui tourne, qu'on voit juste une cheville qui se met d'une certaine façon. Mais jamais je vais forcer mes élèves à mettre des trucs moulants qui sont inconfortables pour eux. J'ai des gens qui pratiquent en pyjama et c'est très très bien. Logique. Oui, vraiment, je suis vraiment du même accord. Plus confortable au mieux. Du même avis, vraiment. Il faut que le corps puisse bouger. Le tapis, c'est le plus important. Et demandez à votre prof, je pense qu'Anne aussi. On a souvent des références bien connues. Ok, on va continuer sur notre petit jeu. Alors, allez. La posture du chien tête baissée. Ah bah oui. Oui, tout à fait. Attention, plus difficile, la posture du lotus bleu. Non. Mais la posture du lotus, on en a parlé début d'émission, elle existe. C'est quand on arrête de respirer en la faisant. Oui, c'est ça. Je t'arrête de chercher une petite blague, mais tu l'as trouvée. Bravo. Alors, la posture de la demi-pince. Oui, la demi-pince. La posture du bœuf. Pas à ma connaissance, mais la vache, oui. La vache, mais pas le bœuf. On n'a pas le bœuf, mais on a la vache. La tête de vache. Peut-être juste... je revenais sur la demi-pince, peut-être juste pour mettre un peu dans la tête des gens. La pince, c'est une flexion avant.
Un grand penché, quoi. Oui, quand on essaie de se faire les jambes, le corps, et on essaie de se fermer, dans l'aine, quoi, avec les jambes tendues. Ok, d'accord, ouais. C'est ça qu'on appelle la pince. C'est une flexion avant. Quoi. D'accord. Et donc. La demi-pince, c'est la moitié. C'est la moitié. C'est la moitié. Voilà. Donc posture du bœuf, on l'a pas dit, mais c'est la vache qui existe. La posture de la charrue. Oui. Ouais. Ça existe parce que du coup en yoga, dans un enchaînement, on peut mettre la charrue avant les bœufs. Ça c'était juste pour la blague. Qu'est-ce qu'on se marre Qu'est-ce qu'on se marre dans cette émission culturelle et intellectuelle la posture du chameau. Mais je dirais même qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs dans le yoga, justement. C'est justement on n'apprend à ne pas le faire, je dirais. Donc faut pas mettre la charrue avant les bœufs au yoga. Partout de toute façon. C'est un conseil de vie. La posture du chameau, yoga, pas yoga. C'est yoga, effectivement. Il m'a fallu du temps pour comprendre où on voyait le chameau, mais après j'ai compris, c'est poitrine très en l'air, les deux bosses, tout ça. Donc c'est un peu penché vers l'arrière, en fait, on est à genoux au sol et on vient pencher le dos vers l'arrière, vraiment se cambrer jusqu'à pouvoir mettre les mains sur les pieds. Ça a l'air dur, ça a l'air assez difficile. Il y a plein de versions différentes et dans certaines anatomies c'est très facile. Et pour moi c'est par exemple très inaccessible. D'accord, Pas du tout de cambrure dans le dos, j'ai les muscles qu'il faut mais pas l'extension et pas la place dans les vertèbres. Oui, c'est vrai, ça dépend vraiment des personnes. Généralement, quand on a une flexion avant, la flexion arrière sont plus difficiles. Ça va quand même assez ensemble. C'est pas prouvé scientifiquement, mais on l'observe. On l'observe quand même chez les élèves. Alors, la posture de l'équilibre plié en 8. Équilibre plié en 8. C'est le truc sur les mains, là. Ça doit être bien. J'ai une photo d'ailleurs, forcément. Alors ça, c'est très Ashtanga, ça. C'est absolument pas. Alors pour la radio, tant pis, allez sur Twitch. Voilà. C'est pas le corbeau sur le côté, ça. Non, le corbeau sur le côté, tu dois avoir les deux genoux sur ton bras droit ou gauche. Et en fait, ici, il y a une jambe qui passe en dessous. On montre d'abord aux auditeurs, donc c'est très très costaud. C'est celle que je fais tous les matins. Bah oui, c'est ça. Ah ouais, carrément. Non, je dis respect. Elle m'a paru très. Et là, alors aussi la photo de la dame a l'air très très enthousiaste. Oui, on est super content quand on arrive à la faire. Moi, je m'étale toujours sur le menton. Les postures sur les mains c'est encore une autre évolution du yoga. Des fois, je me dis, allez, je vais m'y mettre. Après 12 ans de yoga, je me dis, je vais essayer d'avancer dans mes postures sur les mains. Mais c'est vraiment encore autre chose, une autre étape. Il faut créer des nouveaux pieds, donc c'est compliqué. Oui, il faut renforcer le haut du corps pour travailler en statique lentement, comme ça, sur les mains. C'est très délicat. C'est chaud. Alors, une nouvelle posture, yoga, pas yoga, la posture du plan incliné de Ronquière. Oui, bien sûr. Exactement. Ça, c'est la planche avec une bière dans la main. Mais par contre, le plan incliné apparemment existe, c'est ce qu'on m'a donné. C'est la planche à l'envers. Orientée vers le plafond. Ok, d'accord. Donc la planche. Ça dépend. Oui, ça peut s'appeler comme ça. En fait, donc la planche classique, on est sur les mains avec les pieds vers l'arrière et tout le corps tendu. Et en fait, le plan incliné, on est dans la position inverse. Donc en fait, on a les mains vers le plafond. Au sol. Voilà. Les plantes des pieds au sol pour le coup, pas les orteils. Et le torse qui part vers le plafond. Mais c'est vrai qu'ici, je donne que des noms en français. Toi, Anso, tu pratiques les postures en sanskrit, je pense. Alors, en Ashtanga, principalement en sanskrit, en vinyasa aussi. En yin, c'est encore des autres noms, et en restauratif, je les utilise plutôt en français. Donc, je fais un peu de tout. Mais moi, je suis linguiste à la base, donc j'aime bien passer d'une à l'autre. Et Shivananda, à la base, c'est très traditionnel aussi comme Anso. Donc avec le chant au début traditionnel à la fin. Après, au fur et à mesure des années, avec les cours, en voyant les élèves arriver j'ai un peu adapté au public européen. Et finalement, les postures, je ne les donne plus en sanskrit. C'était pas, pour moi, l'élément essentiel qui faisait que les élèves pouvaient en profiter. Voilà. Mais sinon, de base, oui, on doit connaître toutes les postures en sanskrit pour réussir pour avoir le diplôme. On doit quand même connaître quelques textes et un peu de traduction et ce genre de choses. Quand même, d'accord. La posture du demi-lotus équilibré sur les orteils. Oui. C'est yoga, effectivement. Donc j'ai aussi une photo pour ceux qui veulent. Oui, je vois. C'est hardcore. Donc c'est la demoiselle d'en bas. C'est n'essayez pas ça chez vous sans avis professionnel. Si vous voulez essayer ça chez vous, contactez Anso ou Sylvain. Ça va encore celle-là par rapport à celle au-dessus. Celle au-dessus, on a déjà travaillé avec les élèves. Elle est encore assez accessible. Elle est accessible. Elle est plus rapidement accessible. Beaucoup plus rapidement. Alors, maintenant, on va faire différemment. Maintenant, je vais vous faire des postures. J'espère que la caméra me verra bien. Et alors, coucou maman.
Le cadrage de l'an 2000, les problèmes de son, tout va bien. Donc attention, ici je la fais assise, attention, attends, comment ça va encore Voilà, il faut imaginer que mes jambes sont tordues aussi. Ouais. Oui. Donc là je le fais sur ma chaise, vous ne le voyez pas, mais je le fais vraiment. Ah, voilà, non, il n'y a pas de cri yoga, pardon. Non. Yoga, pas yoga Faire le cri de- Oui, yoga. Oui, yoga. Ouais, c'est la posture de l'aigle. De l'aigle, oui. Alors attention, une autre posture yoga. Yoga, pas yoga Ça dépend, c'est quoi ton style de yoga? Non, c'était de la tectonique au ralenti. Ah non, c'est pas yoga, c'était de la tectonique au C'est pas ralenti. yoga, ouais. Alors, une autre, il faut imaginer que je suis sur le sol. Triangle. Yoga. Oh, ouais. Non Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas le triangle, c'est le grand angle, mais c'est vrai que Grand angle, Ouais. ouais. c'est parce qu'on voyait pas mes jambes, donc effectivement, ça aurait pu être le triangle. Et alors attention, pour terminer, encore une pause, yoga, pas yoga, cette fois-ci. Ouais, le dab, c'est ultra yoga. Ouais. Le dab, c'est très yoga. En plus, on fait un dab à la radio. Black technique pour ceux qui savent. Qu'est-ce qu'on est rigolo, donc évidemment, c'est pas yoga. Qu'est-ce que ça dit sur Twitch, JP? C'est calme sur Twitch. C'est calme. Donc, J'adore sur Twitch. oui, à mon avis, ils boivent vos paroles. Mais moi, par contre, j'ai une question parce que quand je repense aux deux émissions, on voit qu'à la fois le yoga, c'est quelque chose de physique avec les postures, mais aussi quelque chose d'assez philosophique. En fait, c'est vraiment une ligne de vie. Donc, si vous deviez choisir entre le physique ou le spirituel au niveau du yoga, si vous deviez trancher entre les deux, si vous deviez en garder... On éliminait un des deux dans les cours. Ouais, Quelle question, ça. voilà. Dans les cours. Enfin, dans les cours ou même dans Dans votre dans nos perception, dans pratiques. votre vie. Forever. Moi, je suis bien embêtée. Ah ouais, moi Moi, je serais vraiment très embêtée parce que, comme je vous ai dit tantôt, pour moi, le physique, c'est une porte d'entrée vers le mental. Surtout à travers le souffle chez moi. Et donc, j'ai besoin de ça, en fait. Je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup, mais du coup, qui n'est pas forcément connecté à son mental ou à ses pensées. Donc, pour moi, l'un ne peut pas vraiment aller sans l'autre. Maintenant, j'imagine que, comme Sylvain disait tout à l'heure, si à un moment le corps ne répond plus, effectivement, je préférais avoir quand même toujours mon aspect de la pratique au niveau de la respiration et au niveau du mental. Mais je serais vraiment triste de devoir me priver d'une des parties, en fait, de ma pratique. Mais du coup, au choix, ouais, si vraiment je devais... c'est comme tu préfères avoir... une jambe de 5 mètres de long. Tu préfères ça ou ça? C'est ça. Je dirais que c'est du coup Ouais, plutôt c'est les pratiques mentales qui resteraient, puisque c'est les seules qui, pour moi, vont être accessibles vraiment techniquement, plus ou moins. Et du coup, ça m'a laissé le temps de réfléchir à ma réponse. Et moi, je me suis dit, moi, je prendrais quand même les exercices physiques. Pour le fait, donc dans le Crochevananda, donc inspiré du Hatha Yoga, mais il travaille beaucoup avec donc dans une posture on va étirer le muscle, le corps et certains muscles dans un sens, et puis on va faire une contre-posture, et ça vient vraiment créer un bien-être inégalable, je trouve. C'est bête truc de Donc une contre-posture. Donc, par exemple, admettons une posture du poisson. Admettons, on va travailler. Bon, c'est une posture qui va. On est allongé sur le sol. Je vais pas montrer pour qu'on fasse pas de bêtises, mais une posture, par exemple, on va travailler l'étirement de la nuque vers l'arrière. Donc, on va rester, on va respirer, et puis en fait, on va venir soulager en rentrant vraiment la nuque dans l'autre sens. Ok, d'accord, ouais. Donc, c'est vraiment en contraction. C'est comme les postures. Donc, je sais pas, on dit tantôt un chien tête en bas, un chien tête baissée. On va avoir une bascule du bassin en arrière. Et puis, hop, on va venir soulager dans une autre posture qui va étirer les muscles dans l'autre sens. Et ça, c'est vraiment la base de mon bien-être pour moi que j'utilise au quotidien. Ça me relaxe et je n'ai pas forcément besoin de faire une méditation après. Donc, je prendrai quand même les exercices physiques pour bien utiliser cette compression, étirement des muscles qui vient vraiment créer le lâcher-prise pour moi, quoi. Voilà. Mais c'est bien que tu évoques ça parce que
C'est une pratique de contraste en fait, le yoga pour moi. Oui, tout à fait. C'est constamment aller d'un côté et puis aller de l'autre, que ce soit au niveau physique, mental ou de la respiration. La respiration pour moi est emblématique de ça. Elle l'inspire, c'est le contraire de l'expire et inversement. On peut faire des pauses entre les deux, on peut allonger l'une, allonger l'autre, raccourcir l'une et l'autre. Et je trouve que justement c'est ça qui est intéressant, c'est la pratique des contrastes au final. Voilà. Eh bien, donc du coup, merci. Malheureusement, il est déjà 21h30, donc malheureusement, on va devoir se quitter tout doucement. Merci à tout le monde, c'était super enrichissant. Ouais, c'était super. Il y aura peut-être même, en fait, j'ai l'impression de faire une saison complète uniquement sur le yoga quelque part. Donc vous étiez dans Qui est cet être humain sur UFM. Vous étiez sur Twitch. Merci du coup à nos commentateurs, à nos likers. Donc je rappelle les bails. Nous avons Anso qui vient de Kumbhaka Yoga qui est sur Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez K-U-M-B-H. Merde. Non, n'écrivez pas merde. Je vais te laisser le dire toi-même. C'est K-U-M-B-H-A-K-A. Et ça, et c'est sur Facebook et sur Instagram. Ah, sur Instagram aussi. Il faut être sur Instagram quand on oui, j'arrête pas de dire Facebook alors que c'est un réseau social des vieux, mais t'es sur Instagram aussi. Les deux sont liés. Ok, j'allais te follow directement ici. Faites de même, s'il vous plaît, chers auditeurs. Sylvain, ça je le retiens, www.éveillez-vous.be. Mais pas éveillez-vous, c'est éveil et vous. Oui, tout à fait. Et site internet plutôt. Je n'ai pas une page Facebook très active. Mais tu pratiques en présentiel à Mons. Oui, donc c'est ça. Donc pas à Mons, autour de Mons. Okay. Donc Genlis, J, Archie, c'est un peu plus loin. Okay, un soir, je vais à côté de Atabliki aussi. Carnion, voilà, de différents endroits. Et donc, quand on va directement sur la page d'accueil, on clique sur cours collectif, il y a l'agenda, les différents lieux, et voilà, on envoie un petit message ou un mail pour prendre les infos ou au téléphone, comme vous voulez. Parfait, c'est cool. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a rien grand chose à dire. Vous savez tout, vous savez le matériel, vous savez que je suis je pense qu'on est blindé. Oui, c'est ça. Nickel, en tout cas, vraiment, je pense que c'est une des meilleures émissions qu'on ait faites jusqu'à maintenant. Mais attention, jamais 203. Jamais 203, donc on se revoit dans 2 semaines pour la partie 3 sur le yoga de 2006 à 2021. Parce qu'on n'y est pas. On a un peu esquivé là, on est esquive. Et je remarquerai quand même qu'on n'a pas abordé ta question tout à l'heure quand tu as dit une grande question philosophique. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on l'a tous complètement switché. Oui, tout à fait. Je me suis demandé si c'était volontaire, mais bon. Par hasard. Non, en plus même pas. T'as relancé un excellent teaser. T'as relancé Anne sur autre chose juste après. Ouais, c'est vrai. Et je dis, quoi, on ne répond pas à cette question. Ça, c'est les aléas du direct. Malheureusement, on est pris dans le flow artistique et parfois je parle plus vite que ce que je ne réfléchis. Mais donc elle reste en suspens. Désolé. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On y répond maintenant ou on se retrouve dans 2 semaines. On en reparlera. Merci à tous, vous nous avez vraiment éclairé par votre contenu. C'était super agréable de vous recevoir tous les deux. Merci beaucoup. Et du coup, je remercie, on fait équipe, donc c'est un peu bizarre de remercier quelqu'un de son équipe. Ouais, on va se remercier mutuellement. Ouais, voilà, merci JP, merci, merci, voilà. En attendant, moi je propose, si jamais vous avez encore des questions, si jamais vous avez envie d'une 3e édition spéciale yoga pendant les vacances, dites-le nous sur Facebook, sur la page de UFM, dites-le également sur Instagram UFMBE, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, UFMBE sur Instagram, UFM tout court sur YouTube. Voilà. C'est facile, c'est nous. UFM sur Twitch également. Vous pouvez également nous contacter tous les deux directement sur Instagram. Il y a le _Tieb. Ouais, moi c'est le Tieb sur Instagram. Toi c'est Docteur_JP. Docteur_JP. Voilà, donc n'hésitez pas pour vos retours. N'hésitez pas à regarder le replay sur Twitch, normalement qui sera disponible pendant 14 jours si je ne dis pas de bêtises. 14 jours sur Twitch, à occasion de ne pas manquer. Et alors surtout après on va faire comme on a fait ici avec des extraits sur YouTube que vous pouvez aller voir. Voilà, t'as envie d'un peu plus de yoga, tu vas sur YouTube, tu tapes qui est cet être humain yoga et normalement tu vas nous trouver assez facilement. Là que je tutoie l'auditeur, tiens. Ouais, voilà. Déjà, c'est pas dans mon habitude. C'est l'été. C'était vraiment un super grand plaisir. Donc nous, on se quitte sur la playlist de UFM. Mais les gens sur Twitch, ils ont un générique.
Quel vénard. Je vais lancer le générique sur... et puis voilà. Il est temps de se dire au revoir, Anne-So. On te réentend sur les ondes de UFM en septembre, je crois, parce que vous arrêtez pendant juillet à la rentrée. Let's Talk About Sex, l'émission en sexo. Sylvain, on va négocier d'une émission sur le yoga sur UFM. Parce que là, on est parti, à mon avis, pour 17 C'était très agréable. Je vous remercierai jamais assez pour le merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Au revoir. UFM, la radio montoise.